Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, Sens Créatif fêtera sa 5e bougie lors d'un épisode d'anthologie enregistré en public à la Slow Gallery à Paris à partir de 19h. Avec un casting 5 étoiles dont le joyeux duo Gros-Duc et Boucard, le talentueux Pierre-Emmanuel Liet et la luxuriante Yukiko Noritake. Sans oublier la petite rétrospective sur l'histoire de Sens Créatif en deuxième partie. On espère vous y voir très nombreux. Et comme on ne fait jamais les choses à moitié, en guise de compte à rebours, nous avons le plaisir de vous annoncer que chaque jour jusqu'au 6 décembre, nous rendrons public les 6 épisodes des Keepers of the Keys qui étaient précédemment une exclusivité pour les membres du Patate Club. On espère que ça vous plaira et on compte sur vous pour être nombreux et nombreuses lors du live enregistré à la Slow Gallery le 6 décembre prochain. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Keepers of the Keys, les gardiens des clés en français. Un épisode mensuel exclusivement réservé aux membres du Patate Club qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee. Ils sont déjà nombreux. Absolument, absolument. Alors pour les personnes qui nous rejoignent et qui connaissent peut-être pas l'émission, une fois par mois, on va à la rencontre d'un DA, d'une évidemment galeriste, d'un éditeur, éditrice ou d'un agent pour qu'il nous emmène dans les coulisses de son métier et pour vous permettre à vous, les contributeurs et contributrices de Sens Créatif, de leur poser toutes vos questions. Et sans plus attendre, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Laurent Zorzin, cofondateur avec Effie Mild, comment on dit? Mild? Ouais. Mild, allez hop, de la galerie Arts Factory à Paris. On va en parler en long, en large, en travers, mais grosso modo, c'est une galerie qui explore depuis 25 ans la scène graphique contemporaine au carrefour du dessin, de la BD et de l'illustration. Tout un programme, et qui aussi accessoirement, c'est un petit peu moins connu, mais qui a aussi été agent, notamment d'une agence intitulée La Supérette. Bienvenue sur le podcast, Laurent. On est ravis que tu sois avec nous. Salut, bonjour à toutes et tous, et merci pour l'invitation. Donc, alors, Laurent, on pose toujours un petit peu la même question à nos invités. Tu connais peut-être la question ou tu l'as peut-être oubliée, mais est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et puis nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin? oui, vaste programme. Alors je m'appelle Laurent Zorzin, donc j'ai 53 ans et comme le disait Jérémy, je suis cofondateur de la galerie Arts Factory avec Effie, qui est aussi ma compagne, et donc ça fait 27 ans maintenant qu'on a créé la galerie Arts Factory, qui a connu plusieurs incarnations jusqu'à celle aujourd'hui qui est d'avoir cette galerie au 27 rue de Charonne, sur laquelle donc effectivement on explore le dessin, la bande dessinée, l'illustration, le graphisme, tout ce qu'on appelle en fait la scène graphique contemporaine. Alors moi, ce qui me motive le matin, c'est assez simple. Je suis né dans une famille de commerçants. Mon père mes parents étaient gérants de supérettes, d'hypermarchés et autres commerces alimentaires, et j'ai hérité ça d'eux, c'est-à-dire c'est cette envie d'aller au contact des gens. C'est-à-dire que quand on ouvre un commerce, et une galerie d'art, c'est un commerce, on sait jamais qui va rentrer, ce qui va se passer dans la journée. Et moi, c'est vraiment ce qui me motive, en fait. C'est-à-dire, c'est voir qui va venir et comment on va embarquer ces visiteurs dans les expositions que l'on présente, comment on va leur faire découvrir tel ou tel livre, tel ou tel artiste. Et vraiment, c'est ça. J'avoue que c'est vraiment. C'est vrai qu'on recrée souvent une fois adulte. Alors soit on se construit en opposition à sa cellule familiale, soit on fait une sorte de prolongement. Et voilà. Ouais, voilà. Et mes parents, ils ont toujours travaillé ensemble, et je crois qu'inconsciemment, j'ai recréé cette envie à la fois d'une sorte de cocon familial et de lieu ouvert à toutes et tous.
Est-ce qu'on peut dire que tu kiffes ta life actuellement? Oui, c'est mon fils pourrait dire ça, parce qu'il a 17 ans. Ouais, voilà. Tu apprécies ton existence. Voilà, est-ce que tu apprécies je suis très heureux de faire ce que je fais, et surtout, je serais incapable de faire autre chose d'autre, de travailler dans une société X ou Y. Vraiment, alors même si c'est compliqué, hein, parce que on est quand même sur des modèles économiques qui sont très ténus, si on peut dire. Donc effectivement, on va dire que les avantages que l'on a évoqués, le fait de savoir pourquoi on se lève le matin, parce qu'on va prendre du plaisir à venir animer ce lieu, donc qui est la Galerie Ars Factory, bah ça compense toutes les emmerdes qu'on peut avoir par ailleurs, voilà, qui sont en général de type économique, voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas de patron, et notre patron c'est le banquier, quoi, en général. Voilà. Bah oui, voilà, c'est hyper bien résumé. L'économie, c'est quand même toujours le mouton noir des métiers créatifs. Hein. C'est tout le temps un peu ce qu'on entend. C'est des économies fragiles. Bah ouais, parce que t'es tout le temps sous tension, sous pression en fait de ce qui peut se passer. On avait parlé du Covid en off. Enfin, c'est extrêmement bon exemple dès que justement t'as un commerce, en fait, une boutique. Et voilà, oui. Et puis il faut s'adapter, il faut savoir pivoter et, comme tu disais, faire des choix. Exactement. Mais après, bon, voilà, c'est aussi pour moi, comme je crois qu'on a en 27 ans d'activité, parce que la première Ars Factory, elle a ouvert en septembre 1996. On aurait pu mettre la clé sous la porte au bas mot des dizaines de fois. Mais à chaque fois, il y a toujours eu une exposition qui a fonctionné, un contrat pub quand on était agent qui tombait au bon moment. Et on a toujours eu des petits signes comme ça qui nous encourageaient à continuer. Et j'aime bien le fait que tu dises que ce soit des signes et pas de la chance. Ouais, c'est bon, alors la chance, ça se provoque toujours un petit peu par les décisions que l'on prend dans la vie en général, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Mais ouais, pour nous, à chaque fois, moi, combien de fois, surtout quand on était dans la galerie dans le 18e, c'était voilà, à ce moment-là, on ouvrait le week-end, le samedi, le dimanche compris. Et le lundi, je sais que j'avais le banquier qui m'attendait ou qui attendait EFI avec une genre de batte de baseball à la place d'une calculette. Et combien de fois on s'est retrouvé le samedi, bon bah voilà, il faut faire tant de chiffre d'affaires pour se remettre à flot avec la banque et tout. Et bizarrement, on arrivait dans les situations toujours les plus critiques à les faire. On avait toujours un client, un collectionneur qui passait et qui achetait ce qu'il fallait pour nous maintenir la tête légèrement hors de l'eau et nous pousser finalement à continuer. Et vous faisiez quoi, du coup, concrètement, pour parce que j'entends peut-être le collectionneur ou genre la chance. Bah alors, je peux raconter mon anecdote du coup, Jérémy. Alors en fait, je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec Ars Factory. Moi, j'ai eu la chance au lycée d'avoir le papa d'Jörn Gerner comme prof. Et du coup, en fait, ensuite, je suis allé aux Beaux-Arts et là, j'ai rencontré justement tous mes aînés. Il y avait Jörn et Frédéric Bertrand, Axel Renaud, Stéphane Kiel, Diego Aranega, etc. Et du coup, le fait de les connaître, ça m'a permis aussi de savoir un petit peu quels étaient les spots intéressants à aller voir. Et comme j'étais à Nancy, quand je prenais le train pour aller sur Paris, j'avais vraiment deux gros spots que je visitais à chaque fois, parce que j'étais vraiment collectionneur à l'époque de BD underground et compagnie. Et j'allais notamment à un regard moderne, donc grosse pensée à Jacques Noël, chez qui j'ai fait toute ma collection de Chris Ware. Et évidemment, j'allais dans le quartier des Abbesses à Art Factory, en face du théâtre de l'Atelier, et là où j'ai découvert des artistes comme Attaque, Tom de Pékin, Stéphane Blanquier, etc. Et ça a nourri énormément ma culture graphique en fait de jeune étudiant en art graphique. Et j'en garde vraiment des souvenirs énormes de l'ancienne boutique. Et c'est un grand plaisir, c'est un petit peu retour vers le futur pour moi aujourd'hui que tu sois là puis qu'on puisse évoquer avec toi ton histoire. Voilà. Oui, c'est vrai que aujourd'hui Ars Factory dans sa configuration actuelle, rue de Charonne, c'est-à-dire 3 niveaux d'exposition, un espace librairie et en gros 250 mètres carrés
consacré à la scène graphique contemporaine. Ça n'a rien à voir avec ce qu'était la première Ars Factory du 18e dont tu parles, qui était une petite boutique, alors là pour le coup de 70 mètres carrés, mais qu'on avait voulu déjà assez convivial avec EFI. Et ouais. Attends, justement, on va remonter dans le temps. Tu me mentionnes EFI justement. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous êtes rencontrés et comment du coup cette histoire de Ars Factory est née, quoi. Mais faisons un peu origin story de Laurent et Ars EFI. Factory, les origines, effectivement. Voilà, alors, il se trouve que moi, quand je suis venu à Paris pour reprendre mes études, après quelques années de pérégrination, c'est ça, diverses et variées, très variées même. Donc j'ai repris des études vaguement de commercial, quoi. J'ai fait un BTS action commerciale. J'avais 23 ans à ce moment-là, donc je reprenais tard les études, en travaillant en contrat alterné. Et donc je travaillais dans une société de prêt-à-porter qui s'appelait Crix, et donc j'ai rencontré EFI à la machine à café de chez Crix, puisqu'elle était styliste. Elle avait terminé ses études, elle est allemande, donc elle avait fait ses études de stylisme en Allemagne, et elle est venue à Paris pour travailler dans le milieu de la mode et du prêt-à-porter. Donc elle a fait des stages chez Daniel Echter, ce genre de boîte, puis après elle a travaillé comme styliste, chef de produit chez Célio, et puis un jour elle a atterri chez Crix. Et donc là on s'est rencontrés à la machine à café, donc au début je pensais qu'elle était anglaise, donc j'avais une passion pour l'Angleterre, donc je me suis dit tiens, ça pourrait matcher. En fait je me suis rendu compte qu'elle était allemande, bon je me suis dit ok, ça va le faire aussi. Et donc il se trouve que c'était la meilleure copine de ma chef chez Crix, où je travaillais comme assistant chef de produit. Voilà, donc je suis resté 3 ou 4 ans chez Crix, le temps de boucler une maîtrise de sciences de gestion. Et EFI, elle est partie un petit peu avant moi. Puisque on va dire que les petites perfidies du milieu de la mode et du prêt-à-porter, ça l'intéressait pas trop, et elle avait bien réussi à négocier son départ. Elle avait un petit peu d'argent de côté, et surtout elle avait 2 potes en Allemagne qui étaient photographes, un photographe et l'autre photographe designer, faisait des meubles. Il s'appelle Jürgen Rudolf et Schwanny, qui est décédé il y a pas si longtemps. Et donc elle leur a dit, moi j'ai un peu de temps devant moi, envoyez-moi vos books. Donc là on est en 1995, donc tout ça c'est avant Internet et tout ça. Donc les books c'était les books papier là dans les petits classeurs, etc. Ouais. Ah bah voilà. Facile de travailler dans le métro. Et donc elle leur dit, envoyez-moi vos books, je vais essayer de vous trouver des plans d'expo à Paris en photo, tout ça, parce que moi j'aime bien ce que vous faites, et voilà. Donc elle commence à faire le tour des galeries. Et là, elle se fait tellement éclater, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas recevoir ou quoi. C'était vraiment pour le coup une fin de non recevoir. Non, mais c'est qui vos potes photographes là? C'est bon. S'ils sont pas connus, s'ils ont jamais exposé, ça nous intéresse pas. Alors il faut dire qu'à ce moment-là, le marché de l'art traversait une crise un peu compliqué, parce que il y avait des conséquences économiques qui étaient liées à la première guerre du Golfe. Donc il y avait une grosse bulle spéculative sur le marché de l'art à la fin des années 80, au début des années 90, et là tout était en train de s'effondrer, lié à ces événements extérieurs. Donc on va dire que les galeries étaient aussi, pas pour les défendre, mais un peu frileuses, quoi, sur les jeunes artistes. Et bon, donc elle fait le tour comme ça de plusieurs galeries, elle se fait éclater à chaque fois, et donc les filles on avait tous les deux à peu près 25 ans à ce moment-là. Et puis le coup de grâce, en fait, elle va avoir une galeriste, vraiment la galeriste photo la plus réputée de Paris. Alors elle est décédée aujourd'hui, on peut la nommer, donc c'est Agathe Gaillard, qui était vraiment une très très grande galerie photo. Et alors là, elle tombe sur la caricature de la galeriste parisienne Germano-Pratine, vraiment, mais imbuvable. Donc elle sort de là-dedans, elle dit, bon, si c'est comme ça, vous me faites toutes, vous me saoulez, je vais monter une galerie pour des jeunes artistes qui n'ont pas accès, comme mes potes, aux galeries d'art traditionnelles, puisque visiblement ça a l'air compliqué. Et donc c'est comme ça que ça s'est créé. C'est vraiment un coup de colère. Donc elle remonte. À ce moment-là, on habitait dans le 18e tous les deux. Donc et donc EFI, c'est comme ça. Hein, quand elle prend une décision, elle fonce. Donc elle commence à chercher un local. Et puis elle en trouve un juste sur la place donc du théâtre de l'Atelier, vers la rue des Abbesses. Et puis voilà, c'était parti, quoi. Ça y est, on va ouvrir une galerie. Alors moi, à ce moment-là,
je travaillais pour le côté obscur des galeries d'art, c'est-à-dire que j'avais développé avec un ami un des premiers portails internet consacrés aux galeries d'art, puisque ça commençait tout juste à se développer. Tout ça s'appelait Officiel des Arts. Et que c'est un site que j'ai animé quelques années, de 96 à 2002. Et surtout, on a fait les premiers sites internet de la FIAC, tout ça. Donc, je connaissais très bien le marché officiel, on va dire, des galeries d'art. Et je voyais aussi très bien pourquoi des jeunes artistes, qu'ils soient photographes, dessinateurs ou peintres, pourquoi c'était compliqué, parce que c'est un marché qui est très conservateur, encore aujourd'hui, hein, très conservateur, très fermé. C'est beaucoup d'entre-soi en fait. Et si on n'a pas les bons codes, etc., ça marche pas. Donc, alors nous déjà ne venons pas de ce milieu-là. Enfin moi, en l'occurrence, quand je faisais cette société internet avec un ami d'enfance, on avait déjà fait un petit hold-up parce qu'on n'était pas du tout du sérail. On avait réussi à intégrer vraiment ce circuit parce qu'en fait, personne connaissait ça. Je sais pas si vous connaissez les galeries genre Kamel Menour, genre Jérôme de Normand, qui sont des très très grosses galeries. Enfin, Jérôme de Normand, ils ont fermé entre-temps, mais Kamel est toujours en activité. Moi, j'ai installé son premier modem chez Kamel Menour, donc je lui ai créé sa première adresse email. En fait, c'est-à-dire qu'avant d'expliquer notre portail internet sur les galeries d'art, il fallait déjà qu'on explique internet. Bref, fin de la parenthèse. Ouais, fallait être technicien aussi. Voilà, fin de la parenthèse start-up. C'était des milieux plutôt aisés, j'imagine. Oui, en général, oui. Alors après, les galeristes, ils ont leur parcours, leur histoire différente. Mais bref. Donc du coup, la semaine, je m'occupais de ce portail internet sur les galeries d'art, et le week-end, je filais un coup de main à EFI sur sa galerie alternative. Voilà, on va dire. Alors parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à ce moment-là, en 96, à Paris, il y avait donc soit des squats pour les artistes, mais il n'y avait pas d'équivalent, ou alors juste déjà le milieu des galeries déjà installé, quoi, si on peut dire. Donc il manquait un lieu comme ça qui fasse un peu un petit peu le lien, quoi. Voilà. Et donc EFI se retrouve avec ses deux potes artistes, sauf qu'avec deux potes artistes photographes et un qui fait aussi des meubles à côté, ça remplit pas une programmation de galerie. Donc il fallait trouver en fait les autres artistes. Et donc là, EFI a l'idée de passer une petite annonce dans Nova Magazine, hein, qui était une émanation de la radio Nova qui existe encore aujourd'hui, mais donc qui était un magazine papier, une sorte de city guide, un peu genre Time Out, quoi, on va dire. Et donc il y avait une rubrique petites annonces dedans, et elle passe une petite annonce jeune galerie cherche jeunes artistes. Voilà. Et là, à l'époque, donc pas de téléphone portable, mais toujours les vieux répondeurs à cassette. Là, quand on rentrait à la maison, on écoutait les messages. Et donc là, je crois que 3 jours après l'apparition de l'annonce, il y avait honnêtement entre 80 et 100 messages sur la cassette, quoi, de jeunes artistes. Ouais. Énorme. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une demande, quoi. A priori. Il y avait sûrement plein de trucs bien, des trucs moins bien. Oui, ça quoi, évidemment. Mais il fallait trier. Donc c'est ce qu'a fait EFI, elle a commencé à trier tout ça. Et donc voilà la première incarnation de la galerie, l'ouverture en septembre 96. Il y avait des photographes, donc les deux potes d'EFI, des peintres, des dessinateurs, des gens qui fabriquaient des meubles en carton. Enfin, c'est un peu une sorte de bric-à-brac un peu arty, mais qui était cool déjà, et qui était vraiment une petite bouffée d'oxygène pour tous ces jeunes artistes, parce qu'ils avaient tous à peu près notre âge. Et c'était ça aussi qui nous intéressait, c'était de faire une galerie pour des artistes qui avaient notre âge, et tout en s'adressant à un public aussi de notre génération, qui avait pas forcément un pouvoir d'achat de ouf, mais qui aimait bien aller voir des films, aller au concert, boire des coups. On se dit, et aussi, mais pourquoi pas aussi leur donner envie d'acheter des œuvres de jeunes artistes, quoi, en les proposant à des prix abordables. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé au départ. Et alors, j'aime bien le côté coup de gueule, genre fuck, on va le faire nous-mêmes en mode. Exactement, c'était ça. Voilà, c'était le fait toi-même si t'es pas content. Parce qu'on te dit merde d'ailleurs, donc à un moment, c'est un peu le principe. Hein, si on te bloque les portes, tu le fais toi-même et. On t'ouvre pas les portes, passe par la fenêtre. Si tu peux passer par la fenêtre, passe par la fenêtre. C'est ça, ouais. C'était vrai, et c'était vraiment ce truc-là, quoi, qui était important. Voilà, vraiment une réaction, une situation complètement bloquée et bouchée. Et encore, EFI, elle, c'était pas son propre travail, elle était pas artiste. Mais quand tu te prends ce genre, quand t'es peintre, dessinateur, photographe ou que sais-je, et que tu te fais envoyer péter sans arrêt, moralement c'est dur, quoi. Et donc, alors il y a
une légende qui dit qu'on ne refuse jamais de voir un book d'un artiste qui se présente à la galerie. Eh ben, c'est pas une légende, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est dans l'ADN de la galerie. Il y a un artiste qui se pointe à la galerie, qui veut nous montrer son travail, même s'il a pas pris rendez-vous, on va le regarder. Bon, sauf évidemment s'il tombe en plein milieu d'un vernissage ou un truc, on est super occupé. Là, à ce moment-là, lui, il repasser le lendemain. Oui, il y a un bon moment aussi, voilà. Ouais, mais mais en tous les cas, ouais, on refuse jamais de regarder un book parce que la galerie s'est créée là-dessus en fait. Donc sur ce constat-là où c'était très compliqué d'accéder. J'ai déjà dit à plusieurs personnes allez voir Laurent et présenter votre book. Donc je sais pas s'ils l'ont fait, mais en tout cas vous avez la preuve que c'est vrai. Là, attention, Laurent. Après cet épisode, t'auras plein de patates du Patate Club qui vont débarquer chez toi. Hein. Oui, voilà. Oui, j'ai pris la mesure du risque, mais ça va. Non, mais voilà. Alors après, c'est vrai qu'on a toujours. Par contre, on est hyper sollicité sur les réseaux sociaux, par email, etc. Ça, malheureusement. On n'a pas le temps de répondre à tout le monde parce qu'il faudrait vraiment embaucher quelqu'un juste pour traiter les demandes, quoi. Oui, c'est un métier à part entière. Mais du coup, toi, tu es en train de dire, en fait, si vous avez l'occasion, passez à la galerie. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est mieux. Mais c'est mieux en fait, parce que en fait déjà ça permet de se rencontrer et ça permet aussi, même si le travail qu'on va voir est pas forcément pour nous, pour la galerie, au moins on pourra peut-être donner des conseils ou aiguiller vers telle ou telle autre structure ou au moins encourager, quoi. Et c'est déjà pas mal en fait. D'avoir plutôt qu'un email standard dit bon voilà, désolé, votre travail correspond pas à la ligne directrice de la galerie. Ah ouais, voilà, c'est dur. Hein. Bon voilà. Ouais, donc alors c'est vrai que par mail parfois, comme on est tellement sollicité, on préfère ne pas répondre, mais que par contre si un artiste prend ses affaires et vient nous voir, là on refusera jamais de le voir. Voilà, parce que c'est vraiment, encore une fois, dans l'ADN de la création de la galerie. Voilà. Et donc alors important, dans les artistes qui ont répondu à la première petite annonce postée par EFI dans Nova Magazine, là, il y avait un jeune couple d'artistes qui à l'époque ils travaillaient ensemble, qui s'appelait Psychotriclo, et ils travaillaient aussi avec un autre pote qui s'appelait Gondo, et tous les trois étaient étudiants dans une école de graphisme, je sais pas si elle existe encore, c'était l'école Marie-Zélois. Et ils avaient comme prof, je pense d'illustration, Philippe Huget. Alors Philippe, lui à l'époque, il était très impliqué. Il avait une maison d'édition qui s'appelait CBO, c'est écrit avec les initiales, l'acronyme c'est CBO. Et donc lui, il éditait énormément d'artistes issus de la scène underground ou undergraphique, donc des gens comme Thierry Guittard, Sophie Dutertre, etc. Et donc il faisait ses livres en sérigraphie. Et il avait appris ou donné le virus à Jeanne et Olivier, à Psychotriclo et à Gondo, de faire ses livres en sérigraphie aussi. Et donc, bref, ils sont venus nous amener leurs livres. Et nous, on a trouvé ça super beau, et donc il y avait moyen de les présenter, de les mettre en avant mieux que dans des librairies, parce que on pouvait les poser sur des tables, c'est des livres souvent en volume, tout ça, donc ça valait vraiment le coup d'être vu et d'être manipulé. Et donc c'est par eux en fait, par cette porte d'entrée là, qu'on est vraiment rentré dans la scène graphique alternative. Parce que ni Effie ni moi n'avions de culture de ce milieu. Moi, j'avais lu. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'avais lu beaucoup de bandes dessinées étant gamin. J'étais biberonné à Pif Gadget et à Spirou quand j'étais petit. Et puis après, quand j'étais ado, alors pour différentes raisons, mon père, j'habitais dans un petit village à côté de Béziers. Mon père dévalisait le marchand de journaux du coin. Il achetait tout ce qui était revues de bandes dessinées. Plus pour public adulte, quoi, les Métal Hurlants, les Codes des Savanes, Circus, Vécu, tout ça. Bon, ouais. Je soupçonne que ça lui permettait, parce qu'il y avait souvent un peu d'érotisme dedans, voire plus, donc c'était pas mal. Mais bon, bref, moi je tombais dessus et je me suis fait une grosse partie de ma culture graphique à ce moment-là. C'est-à-dire j'ai découvert Serge Leclerc, Yves Chaland dans Métal Hurlant à ce moment-là. Et petit truc qui était marrant, c'était que moi qui étais donc un jeune ado du sud de la France, ce que racontait l'univers que dépeignait Serge Leclerc dans ses bandes dessinées, les clubs parisiens des années 80, la scène rock, tout ça, c'était un truc qui me parlait vraiment. Et
puis finalement c'est quelque chose que les hasards de la vie ont fait que j'ai découvert quelques années après, et je suis même retrouvé une fois avec Effie, on avait fait une expo sur les années 80, qui s'appelait Living in the 80s, et on a eu la chance d'exposer Serge Leclerc. J'étais même allé chez lui récupérer des vieilles sérigraphies, des affiches, tout ça. C'est ça qui est magique. Hein, et j'ai dû lui avouer, parce qu'à l'époque, quand je traînais à Béziers encore à l'âge de 18 et 20 ans, j'organisais des soirées avec des potes pour gagner un peu de sous. Et en fait, on saignait vraiment un album de Serge Leclerc qui s'appelait Rocker, où il y avait des petites histoires sur Blondie, tous les groupes rock, les Ramones, les Cramps, tout ça. Et donc on découpait cet album pour insérer des visuels, pour faire nos affiches. Puis je lui dis, écoute, je dois t'avouer que quand j'étais ado, il y a pas si longtemps, je me suis bien servi de tes dessins pour faire des affiches. Et il m'a dit, tu m'as pas payé de droit. Voilà. Mais bon, c'était une anecdote rigolote. En tous les cas, par ces deux étudiants, en fait, ces trois étudiants et leur prof Philippe Huget. C'est comme ça qu'on a mis un pied dans la scène graphique. Et comme c'était un petit milieu, en fait, d'autres éditeurs qui n'avaient que comme point de diffusion finalement uniquement la librairie Regard Moderne dont tu parlais, Laurent, tout à l'heure, qui était. Alors là, c'était Regard Moderne à l'époque, c'était donc une librairie incroyable avec un petit espace galerie. Voilà. Et donc qui a vite été submergé par les tonnes de livres que Jacques, le libraire à l'époque, il fallait bien les entasser, commandait et qui se vendaient pas toujours. En tous les cas, l'espace. Oui, c'est fun. Ah oui, c'est ça. C'est des livres qui étaient là dans une librairie, mais qui attendaient qu'un jour un fan de ce bouquin-là le prenne. Et donc l'espace librairie a vite été submergé donc par les stocks de livres que Jacques accumulait. Et bref, et donc pas mal d'éditeurs qui gravitaient autour de cette scène-là, donc du milieu des années 90. Il y avait déjà Le Dernier Cri, qui sont toujours actifs et qui sont basés à Marseille aujourd'hui, mais mais qui faisaient des livres en sérigraphie. Il y avait les éditions Les Quatre Mers, créées par Guillaume Dégé et Daniel Vincent, qui ne s'appelait pas encore Tom de Pékin, qui habitait dans le 18e. Willem habitait dans le 18e, enfin il avait son atelier dans le 18e aussi. Et puis tous ces gens-là sont venus petit à petit déposer des livres à la galerie. Et au bout d'un moment, et puis au bout d'un moment, avec Effie, on s'est dit, mais tiens, ça serait pas idiot de faire des expositions autour de tous ces artistes-là qui sont publiés dans ces livres, puisque les livres trouvaient leur public à la galerie, et donc ça allait nous permettre de ils sont pas, pour une raison ou une autre, exposés dans les galeries, donc ça correspondait au projet de départ. Et c'est comme ça que petit à petit, la programmation de Ars Factory s'est retrouvée, centrée sur la scène graphique contemporaine. C'était pas une volonté. Voilà, c'était le début. C'est un peu le début d'un écosystème aussi, puisque quand tu fais événement, en fait, tu attires aussi les gens qui viennent découvrir justement tout ce qui est édité, et en fait la boucle se boucle. Oui, c'était ça qui était intéressant, c'est on s'est rendu compte que le Regard Moderne, comme je disais, était une librairie qui organisait des expos, et Ars Factory, c'était une galerie qui vendait des livres. Et donc il y a eu une complémentarité qui a bien fonctionné pendant des années, et voilà. Donc petit à petit, la ligne directrice de la galerie s'est affinée. On va dire que il y a eu 4 ans comme ça, un peu de tâtonnement entre 96 et 2000. Et puis le dessin, l'illustration, c'est ça, c'est devenu vraiment votre... Et en 2000, pile, il y a eu une expo qui a été organisée à la galerie avec la complicité de Guillaume Dégé, justement, qui s'appelait Sous Presse, qui était consacrée au dessin de presse contemporain. Et donc là, on a commencé à exposer des artistes comme tous les artistes qui travaillaient pour la presse à ce moment-là, parce que il y avait beaucoup plus de possibilités pour l'illustration dans des journaux comme Libé, comme Nouveau Magazine. Il y avait vraiment... Aujourd'hui, l'illustration elle est un peu réduite, c'est un peu une peau de chagrin pour des questions de budget en fait, tout simplement. Mais à ce moment-là, Libé, c'était une vraie galerie d'art graphique diffusée dans la France entière en fait, parce qu'on ouvrait un numéro, il y avait Blanquet qui faisait un dessin, Thierry Guittard, Willem, Pierre La Police, c'était énorme, Sophie Duterre. J'ai commencé par Libé pour la presse adulte. Voilà, et c'était vraiment, et c'était d'ailleurs le circuit que faisaient les dessinateurs, illustrateurs pour se faire connaître. Il y avait tout un circuit qui n'existe plus aujourd'hui, d'ailleurs, où tout est complètement un peu déréglé là. En fait,
au départ, quand on était un jeune illustrateur, on faisait quoi? On sortait de l'école, on allait démarcher des maisons d'édition si on était intéressé pour faire des livres jeunesse. On allait démarcher les directeurs artistiques de journaux. Et quand on commençait à publier dans des quotidiens qui avaient quand même une audience importante à ce moment-là, comme Libé, c'était déjà une visibilité énorme. C'était pas cher payé, mais ça donnait beaucoup de visibilité. Et à partir de là, on pouvait commencer à construire une carrière petit à petit. C'était vraiment couche par couche. Et éventuellement, cette visibilité-là dans la presse pouvait donner lieu à des contrats d'édition plus intéressants, à des contrats publicitaires s'ils se présentaient. Et voilà, c'était vraiment la carte d'entrée. Ce qui aujourd'hui n'est plus du tout le cas, en fait. Mais comment t'expliques ça, justement, parce que j'ai l'impression que tu me décris une sorte d'âge d'or en devenir qui est devenu une sorte d'âge d'or. Et là, tu me dis qu'aujourd'hui, l'illustration est réduite à peau de chagrin. Donc, on a beaucoup d'auditeuristes qui rêvent quelque part de faire carrière dans l'illustration. On sait que c'est pas évident, que c'est possible. Mais toi, là, quand tu en parles, tu dis, c'est réduit à peau de chagrin. Comment t'expliques ça un peu, ce décalage dans ce que tu as observé dans ces 20 années par rapport à ces métiers de l'illustration et les canaux pour y arriver? Bon, là, ce que je décris, c'était le circuit classique de l'illustrateur qui démarrait sa carrière, on va dire, au début des années 90 ou au mi-temps des années 90. Voilà. C'est vrai que après, donc, Internet est arrivé, ça a bousculé beaucoup de choses et ça a fait énormément économiquement, il y a eu des modèles qui ont dû se remettre en question. La presse n'y a pas échappé. Moins d'audience parce que les gens allaient voir moins de ventes en kiosque puisque les gens allaient voir les infos directement sur les sites internet. Alors après, certains journaux, la plupart des journaux ont développé des modèles payants d'abonnement, mais du coup c'était moins naturel. C'est moins naturel sur un site internet, mettons sur Libé par exemple, même s'il y a encore des illustrations de manière plus ou moins régulière qui viennent illustrer des articles dans Libé, elles sont rarement reproduites sur le site internet parce que ça n'a pas la même fonction, ça n'a pas la même fonction de calage, de mise en page. Le 1 hebdo a bien pris le relais justement de cette époque. Après, il y a d'autres supports qui sont arrivés. Voilà, mais bon, enfin, en l'occurrence, voilà, c'était ce modèle-là pour démarrer une carrière. Il a été pertinent pendant quelques années. Il l'est plus aujourd'hui. Alors après, il y a d'autres supports qui se sont créés, qui ont sollicité des illustrateurs, mais je pense à quoi? Tu parlais du 1, ça c'est une chose, mais le 1, ils vont plutôt chercher des illustrateurs qui sont un peu stars, quoi, déjà. Genre Jochen Garner, genre Marion Fayol, voilà. J'en ai fait un. J'ai fait un aussi, et je pense qu'il y a quelques patates aussi. Ils le font une fois. Voilà, mais c'est pas les illustrateurs signatures, je veux dire. Voilà. Non, voilà, les illustrateurs signatures sont des personnes qui sont déjà bien dans le game. Donc, voilà. Après, il y a des revues comme, je sais pas, Keyblind, par exemple, qui sont aussi agences, qui sont agences aussi par ailleurs, qui ont une agence de com par ailleurs. Ils ont inventé des modèles hybrides un petit peu, c'est-à-dire que grâce à Keyblind, ils peuvent publier des travaux d'illustrateurs, de jeunes illustrateurs, et éventuellement ils peuvent essayer de les faire bosser après quand ils ont des projets com qui gèrent par ailleurs via. Il y a une stratégie très polymorphe qui fonctionne. En fait. Ils ont testé, mais ça fonctionne. Et donc voilà, ça c'est un exemple concret de nouvelles structures qui sont apparues aujourd'hui et qui sollicitent énormément de jeunes illustrateurs. Il y a, alors pour rester un peu sur cette partie agence d'illustration qu'on a animée, parce que nous en 2003, donc quelques années. Alors, donc je termine vite fait sur l'exposition sous presse, qui a été une expo par contre déterminante pour nous, puisque donc c'est la première fois qu'on a pu exposer Willem, c'est la première fois qu'on a pu exposer Pierre Lapolice. Donc il y avait aussi Garner qui l'a offert, même si on avait un peu travaillé déjà avec eux avant, mais ça a constitué un tournant et ça a constitué pendant longtemps le noyau dur des artistes de la galerie, dont une partie ont ensuite switché sur l'agence d'illustrateurs. Aussi, notre première agence, la Superette, voilà. Et donc il y a des artistes, donc cette expo c'était en 2000, et il y a des artistes dont on continue à exposer le travail à la galerie, plus de 20 ans après, 23 ans après. Là, je pense à Pierre Lapolice, je pense à Jean Lecointre notamment, qui sont des piliers de la programmation de la galerie Art Factory encore aujourd'hui. Et il se trouve que
Voilà, les praticiens de l'Infernal. excellent choix, Laurent. voilà. Non, mais je sais. Et en tous les cas, l'agence, en fait, elle est arrivée. C'était une sorte de mal nécessaire. Il y a longtemps, j'avais lu une interview de Jean-Louis des éditions Cornelius. Qui m'a fait beaucoup rire parce que on se reconnaissait totalement dans cette situation-là. C'est-à-dire que le journaliste lui demandait mais comment vous avez pu continuer, développer ce catalogue d'éditions et tenir pendant toutes ces années, parce qu'on sait que c'est éditeur indépendant, c'est pas évident quoi. Et il a dit c'est simple. Au bout des 3 premières années, je devais déjà tellement d'argent aux imprimeurs, et aux artistes que je pouvais plus m'arrêter en fait. J'étais obligé de continuer à faire des livres. Et nous, ça a été un petit peu la même logique, c'est-à-dire que les 3 premières années de la galerie, ça a été un non-sens économique total. Tout le monde, à commencer par notre banquier, notre comptable, nous demandait d'arrêter. Enfin, c'est un banquier de Tchétchène, c'est possible. Ouais. Dans tous les cas, il croyait pas trop dans le projet. Hein. Et donc il nous disait il faut arrêter, voilà. Et nous, on s'est retrouvés dans cette situation-là, c'est-à-dire que on ne pouvait plus s'arrêter de toute façon. C'était une logique économique parce qu'on voulait planter personne. Donc la seule solution, c'était de continuer. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a. Waouh. Mais c'est quand même. Il faut des balls quand même de se dire, on va peut-être foncer dans le mur, mais on continue. Oui. Bon, c'est une bonne dose d'inconscience en tous les cas, mais. Ah, la vingtaine. J'aime bien cet ingrédient. Je trouve que l'inconscience, en fait, est super en créativité. Voilà. Oui, c'est nécessaire parce que si on est beaucoup trop prudent, on n'accomplit rien du tout, quoi. Ça tout fait peur. Ce qui est aussi, c'est que c'est toujours, si tu sais ce qui t'attend pour les années à venir, peut-être si on avait su, peut-être qu'on l'aurait pas fait finalement. On s'aurait dit il y a des galères, voilà. Et finalement, le fait d'être vraiment au milieu, on était obligé de continuer à ramer pour avancer, quoi. Donc voilà. Donc après l'agence d'illustrateurs, donc ça c'est 2000, cette expo un peu fondatrice, exposition sous presse. Donc et là, parmi les artistes de la galerie, il y a une artiste qui s'appelle Nathalie Chou, avec qui on continue encore à travailler aujourd'hui, qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, nous a dit je suis dans une agence là, mais je sais pas, je me sens pas très à l'aise dedans. Enfin, bref, est-ce que ça vous dirait pas vous d'être agent, de me représenter et peut-être de créer une structure pour représenter le travail d'autres artistes, notamment au niveau de la publicité ou de l'édition plutôt commerciale, on va dire. Et comme je disais tout à l'heure en off, c'est vrai qu'on était déjà un peu sollicité par des directeurs artistiques qui faisaient partie un peu des visiteurs réguliers de la galerie Ars Factory, qui repéraient tel ou tel artiste chez nous et nous demandaient est-ce qu'il pourrait lui faire une pochette de disque pour tel ou tel groupe, etc., ou tel label. Donc on avait déjà eu un petit peu l'habitude de gérer comme ça des contrats qui sortaient du petit commerce de la galerie, de vente de livres et d'œuvres d'art. Et donc on s'est dit pourquoi pas. Moi à ce moment-là j'avais lâché mon boulot de création de site internet et j'avais du temps et donc c'est comme ça qu'on a constitué la première équipe de l'agence d'illustrateurs, la Supérette. Voilà, et donc dans la première équipe de cette agence, il y avait donc on a déjà parlé de Pierre Lapolice, mais il y avait Pierre Lapolice, Jean Lecointre, Tom de Pékin, Jochen Garner, José Parando, voilà, enfin à peu près quoi. Elzo Durt non, Elzo c'est venu après. Enfin, je dis ça parce que on l'a reçu et il a fait votre logo. Et Elzo c'est venu après, puisque donc comme dans la galerie et dans l'agence d'illustrateurs, il y a eu de temps en temps des renouvellements, des illustrateurs qui sortaient, alors soit dans la galerie parce qu'ils étaient sollicités par des galeries plus ancrés dans le réseau de l'art contemporain. Je pense par exemple à Jochen Garner et Kilofer. On a fait leurs premières expos en galerie. Ouais. Aujourd'hui, ils sont représentés par Anne Barrault, qui fait un boulot super, que nous de toute façon, on n'aurait pas du tout envie de faire, c'est-à-dire les foires d'art, solliciter. Voilà. Oui, voilà, tout ce qui est institutionnel, qui est les collections publiques, etc. Donc, c'est pas du tout notre registre.
Voilà, mais il se trouve qu'on a fait leurs premières expositions en galerie. Pierre Lapolice, il a fait des petits allers-retours, il est passé par Agnès B, il est passé chez Kamel Menour aussi, puis après il est revenu chez nous pour les parties plus liées à la bande dessinée. Voilà, donc dans l'agence aussi, il y a eu des renouvellements un petit peu d'équipes, notamment avec l'arrivée de Simon Roussin, de Marion Fayolle, voilà. Ah oui. Un peu la nouvelle école, donc, ça c'était important pour nous, mais qui avait pour point commun d'avoir eu comme prof Guillaume Dégé, qui était un artiste dont on a fait aussi quelques expositions et qu'on a représenté quelque temps dans l'agence, et qui maintenant est représenté par la galerie Sémiose, mais qui est surtout connu aussi pour avoir un peu révolutionné l'atelier d'illustration des Arts déco de Strasbourg, quoi. Voilà, et qui a fort. Et t'aimais bien faire ce travail de d'agent ? En vrai, je le déteste. Mais c'était un petit peu un mal nécessaire, parce qu'en fait, c'était aussi créer une sorte de cercle vertueux dans une économie fragile. C'est-à-dire que, en gros, oui. Bon, la galerie, c'est bien, on expose des artistes, on vend des livres faits par ces artistes. Ok, très bien. Si on arrive à leur trouver un contrat publicitaire qui est un budget plus important que quand, en gros, c'est du x10. Hein, pour ouais, une illu dans Libé, une pub pour je sais pas c'est ça, c'est-à-dire un avaloir pour un album jeunesse, ça va être du 3 000 € à peu près aujourd'hui. Bon, ben une campagne de pub, c'est 30 000 pour une petite campagne, quoi. Oui. Enfin, voilà, une campagne moyenne, on va dire. Donc voilà, donc du coup, c'était bien ces contrats-là quand ils tombaient, parce que ça permettait ensuite à l'artiste d'être un petit peu tranquille et de pouvoir continuer à développer son univers personnel et faire des livres sur lesquels il serait moins payé, mais qui nourrissaient aussi son univers personnel. Et c'était cet univers personnel-là qui intéressait aussi les DA et les DC. Parce que si on fait que de la pub, si on répond qu'à de la commande, on n'a plus le temps de développer un univers personnel, on n'a plus le temps d'écrire ses histoires. Et donc là, on est un peu prisonnier de la commande. Voilà. Donc nous, on a toujours essayé d'avoir un équilibre là-dedans. D'ailleurs, l'identité visuelle, graphique de l'agence, c'était ça. Je me rappelle très bien. C'était un moment assez drôle. Un des meilleurs agents pour moi de la place de Paris, c'est l'agence Costume 3 pièces. Et Guy et Prisca, ils font un travail incroyable. Ils ont en plus créé leur agence de graphisme. Enfin, ils ont intégré une sorte d'agence de com au sein de leur agence d'illustrateurs. C'est lié aussi à une évolution du marché. Hein. Il fallait trouver d'autres sources de revenus quand on est agent à 100% avec toutes les évolutions dont on a parlé, les crises, le Covid, etc. Bon, bref. Et quand on les a reçus aussi. Ouais, vous avez reçu. Ouais. Vous les avez aussi reçus sur Sens Créatif. Et quand on avait fait, en fait, quand on a créé l'agence en 2003, il y avait, nous, la plupart des agents, Michel Lagarde, Guy Prisca de Costume, on les connaissait parce qu'ils venaient à la galerie. Donc nous, on voulait pas se positionner comme un concurrent en plus. Parce que de toute façon, ce qu'on proposait visuellement, c'était quand même un peu différent de ce qui était proposé dans leurs agences. Et moins commercial, plus alternatif. Mais et donc on avait fait une petite soirée où on avait invité des gens du milieu de la pub et tout, puis on avait invité tous nos confrères agents qui étaient tous venus, donc du coup, enfin pour la plupart, et ils étaient contents qu'on les invite et tout ça. Et quand je tends le premier catalogue de la supérette à Guy, il le regarde. Il regarde, c'est super et tout. Il referme, dit bravo, quel courage graphique. C'est ça, vous êtes pas prêt de bosser. Après, il le disait pas méchamment, hein, il le disait vraiment parce que il était à la fois un peu admiratif de la prise de risque et à la fois il disait mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, quoi. Mais ça a marché. Ça a marché quand même. Après, c'était toujours un peu comme je dis, les petits signes, mais 15 jours après avoir envoyé les catalogues à toutes les agences de pub, on a signé notre première campagne de pub pour Rossignol avec Jean Lecointre, les skis Rossignol avec Jean Lecointre. Donc ça c'était cool. Énorme. Voilà. Donc alors pour répondre à la question de Jérémy, ça m'a jamais trop passionné. Une des raisons qui m'a jamais trop passionné, c'est comment dire, les coups de fil toujours affolés ou les emails toujours affolés d'un directeur de création, d'une acheteuse d'art, c'est toujours pour hier, en fait. Voilà. Sinon, c'est pas marrant. Oui, bien sûr, ouais. Et c'est comme, tu vois, on te demande un devis pour une campagne de pub, une illustration, c'est juste comme si le sort du monde en dépendait.
Et il faut se calmer, quoi. C'est juste de la pub pour vendre des trucs. Et ça, cette situation d'urgence m'a toujours un peu agacé, j'avoue. Peut-être. Ça va être usant sur la durée. Et peut-être aussi parce que c'est l'inverse du travail de galeriste, où nous on s'inscrit sur la durée, sur le temps long, c'est-à-dire de développer, de donner sa chance à un ou une jeune artiste, de faire une expo, 2 expos, ou pour commencer à trouver des acheteurs, des collectionneurs. C'est juste l'inverse en fait. Et c'était ce truc-là, un peu cette situation, je veux dire, un peu inconfortable. Qui a fait que quand on a décidé d'arrêter l'agence juste après donc les confinements successifs, c'était vraiment un gros soulagement. Voilà. Ce qui nous a pas empêché d'ailleurs, c'est le jour où on a pris la décision d'arrêter, enfin la semaine je crois, où on a pris la décision d'arrêter l'agence, on a réussi à faire travailler quand même, parce qu'on a été sollicité pour Tom de Pékin par Hermès. Je crois, la même semaine, il est arrivé 3 projets à gérer, alors qu'on avait pris la décision d'arrêter l'agence. Voilà. Donc toujours comme ça. L'agence est terminée, mais quand même, vous continuez à droite et à gauche de faire des petits machins. C'est-à-dire que quand on a décidé d'arrêter le travail de représentation, c'est-à-dire de fermer les sites internet, les comptes Instagram de l'agence, nous, c'était plus de notre responsabilité d'assurer la promotion des artistes auprès des éventuels donneurs d'ordre. Mais donc. Et vous étiez fort suffisamment, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que vous étiez suffisamment fort économiquement pour prendre, parce que si j'entends bien, il y avait un enjeu économique pour la galerie, pour les artistes, mais pour vous surtout. Et donc, du coup, le fait de dire, bon, allez, c'est bon, on ferme les portes, ça peut être, bon, j'ai l'impression de toute façon prendre des risques, ça fait partie de votre histoire, donc Non, mais c'était surtout d'être en accord, enfin, comme je le disais, on a, donc, ce cercle vertueux là qu'on avait mis en place pour, c'est-à-dire que les projets pub que l'on ramenait par l'agence permettait ensuite aux artistes de développer, de passer du temps, de passer 6 mois à travailler sur un album jeunesse, etc., sur lequel ils seraient moins payés, ou une bande dessinée, peu importe. Mais c'était une sorte de matelas un petit peu de sécurité. Et pour nous, c'était la même chose aussi, c'est-à-dire que ça nous permettait de continuer à produire des expositions, à donner de la visibilité à ces artistes-là, et qui éventuellement cette visibilité pourrait aussi donner lieu à d'autres boulots d'illustration ou de pub. Bref, donc ce petit cercle-là a fonctionné pendant un certain temps. Après est arrivé, il y a eu plusieurs choses. Petit à petit, le travail de représentation d'agents, il a été remplacé finalement on a été remplacé par les algorithmes d'Instagram. C'est-à-dire que, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que il y a un poste qui était essentiel avant dans les agences de pub, qui était l'achat d'art. Donc c'était des acheteuses d'art en général, c'était des femmes qui occupaient ce job-là. Petit à petit, quand elles sont parties à la retraite, nous, ce sont des acheteuses d'art qui nous ont. La première campagne, Jean Lecointre pour les skis Rossignols, c'est Yeti Busseray, qui était une légende de l'achat d'art, qui nous l'a signé en fait, quoi. Et voilà. Et ce poste-là, pour des raisons économiques, petit à petit, il a été supprimé, c'est-à-dire que l'achat d'art est quasiment pas les acheteurs d'art ont quasiment pas été remplacés aujourd'hui. Ce job étant maintenant dévoué en général au directeur de création ou au directeur artistique, qui lui-même n'a même plus besoin d'aller sur les sites internet des agences, puisqu'il a tout sur son fil d'actu Instagram, en fait. Il peut, oui, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je le garde pour plus tard, machin, voilà. Donc, ce travail-là de représentation, il est plus tellement nécessaire. Ce qui est encore nécessaire, par contre, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire pour les artistes qu'on a longtemps représentés, ceux qui n'ont pas souhaité rejoindre d'autres agents parce qu'ils avaient une autorité suffisante et ils sont contactés directement par leurs clients, quoi. Mais par contre, des fois, ils ont besoin d'un coup de main quand c'est pour une campagne de pub ou quelque chose qui sort du devis classique de l'illustration pour un magazine, une couverture de bouquin, enfin que sais-je encore. Donc là, on continue à... Il faut de l'audit pour les droits, pour les questions beaucoup plus... Donc ça, ça nous arrive encore de faire des devis ou des contrats pour certains artistes de notre ancienne équipe d'agence. Voilà. Puis l'autre intérêt de l'agent ou de l'agente, c'est aussi de faire le tampon entre le commanditaire. Exactement. Et l'artiste. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus compliqué. Et ça, si c'est coupé,
L'artiste devient lui-même son propre agent, et là, il est à la merci de tous les détails techniques qu'il comprend pas. Alors quoi. Ça, on peut en reparler juste après, parce que c'est un point important justement pour les jeunes illustrateurs, ou moins jeunes d'ailleurs. Mais voilà. Mais juste pour terminer sur la prise de risque de stopper l'agence. De toute façon, c'est vrai que quand on est agent aussi, c'est une grosse responsabilité vis-à-vis des artistes malgré tout. Hein. C'est-à-dire que puisqu'ils seront plus ou moins attachés avec un contrat d'exclusivité à l'agence, voilà. Si nous on n'est plus en mesure ou on n'a plus l'énergie de leur trouver des jobs, c'est compliqué de les maintenir dans une forme de contrat d'exclusivité. Donc c'était ça aussi, voilà. Et puis un point essentiel, pendant toute la période de crise et les confinements à répétition, on s'est rendu compte que là, on n'avait plus la main de toute façon, c'est-à-dire que il y avait plus de contrats qui tombaient. Pourquoi ? En partie parce que donc il y avait cette pandémie, il y avait eu les confinements, et que le milieu de la publicité et de la communication, c'est toujours le dernier à redémarrer après des grosses périodes de crise, parce que nous, en crise, on avait été servi depuis notre carrière d'agent ou de galeriste. Bon, il y a eu les guerres en Irak, le 11 septembre, la crise des subprimes, tout ça. À chaque fois qu'il y a une grande crise comme ça qui entraîne des conséquences économiques, le secteur de la com, c'est celui qui redémarre le dernier. Parce que, en fait, le premier réflexe de tous les annonceurs, dès qu'il y a une situation de crise, c'est de couper les budgets com. Voilà, face d'attentisme. Et puis ensuite, voilà, on regarde si le business reprend. Donc tout ça, ça prend du temps, ça prend des semaines, des mois. Et quand le business reprend, on se dit là, il faut peut-être falloir recommuniquer. Mais non, ce sont des délais très longs. Et nous, on n'a pas le temps en fait d'attendre que tout ça redémarre. Et quand il y a eu ces confinements en répétition, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que malgré tout, on a réussi à tenir. Évidemment, la galerie, comme d'autres structures, toutes les entreprises ont été aidées par les fonds de solidarité, enfin toutes les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement ou les structures autour de la culture, pour aider ces différents acteurs. Mais surtout, on s'est rendu compte que on pouvait réagir directement. Il y a le meilleur exemple, on en parlait tout à l'heure, c'était que à un moment donné, on s'est retrouvé avec une interdiction pour les galeries d'ouvrir. Mais les librairies qui étaient passées commerce essentiel pouvaient continuer à être ouvertes. Donc nous, on a fait quoi ? On a fait une librairie sur 3 étages, on a fermé juste une salle. On a fait une librairie sur 3 étages, et puis on n'empêchait pas le public qui venait pour acheter des livres de regarder ce qu'il y avait au mur, forcément. Bien sûr. Mais c'était cette souplesse-là, c'est une souplesse qu'on n'a pas quand on est tributaire d'une agence de com, d'un client qui va oui ou non activer les budgets com, etc. Voilà. Donc ça, c'était un peu un soulagement pour nous. Maintenant, pour revenir sur le circuit dont je parlais tout à l'heure, que faisaient les illustrateurs des années 90, c'est-à-dire l'illustration presse, l'édition, puis éventuellement la pub dessus, c'était bien parce que ça permettait de construire une carrière sur le long terme, malgré tout. Alors, en tout cas, ça donnait une assise. Au moment où les réseaux sociaux ont commencé à se développer, nous, à ce moment-là, on était sous la forme d'une galerie d'art nomade, donc on produisait beaucoup d'expositions du côté des expositions pop-up, là, si on peut dire ça comme ça, du côté de l'espace Beaurepaire et tout. Puis là, on a commencé à travailler avec une nouvelle génération d'artistes. Dedans, il y avait Amandine Ruti, qu'on continue à exposer aujourd'hui. Il y avait aussi le collectif Jean Spécial, dont il y avait une... Oui. C'est Nicolas, que vous avez reçu aussi, je pense, dans votre... Voilà. Oui. Voilà. Okay. Et donc Jean Spécial, certains membres de Jean Spécial, ils étaient aussi travaillés pour la pub sous le nom des Jean-Claude. Voilà, c'était 3 comme ça. Et eux, ils ont été notamment grâce aux réseaux sociaux, je pense, repérés très vite. Je crois que même tout juste à la sortie de l'école, ils avaient fait une école à 3. Ils ont été repérés assez vite. Moi, je me rappelle, ils étaient venus nous voir, nous solliciter pour qu'on soit leur agent. On voyait pas trop comment on allait pouvoir les intégrer, mais par contre on aimait bien certains éléments graphiques et puis l'univers un peu rafraîchissant, on va dire, qui se dégageait de tout ça. Ouais. Et on a dit mais bon, peut-être que pour un winter show à l'espace Beaurepaire, une expo collective, ça pourrait le faire. Et donc effectivement ils nous ont fait un visuel. Entre-temps, incroyable l'affiche. Et ce qui est assez drôle, tiens, je l'ai dans le bouquin. Je l'ai là. Parce que là, attention, lecture indispensable à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, donc
Voilà, le livre sur les 25 ans de la galerie. Et donc dedans, on a reproduit aussi quelques flyers collectifs, etc. Voilà, tiens, ce visuel-là. Alors je sais pas vous. Voilà. Et ben voilà. Donc ça c'est. Oui. Voilà, ça a longtemps été le visuel signature de Jean Spécial et Jean-Claude. C'est avec ça, d'ailleurs, avec ce visuel-là, qu'ils ont été, approchés par Michel Lagarde, qui a voulu ensuite les représenter avec Illustrissimo ou Lucidus. Ils sont dans un petit livre. Ouais, c'est ça, ouais. Ce visuel est dans le minuscule petit livre. Donc nous, on avait dit pas vraiment pour l'agence, mais pourquoi pas pour les expos. Et donc on a fait plusieurs expos avec eux. Et ce visuel-là, voilà, il les a beaucoup aidés. Et alors eux, justement, c'est un cas assez intéressant, c'est-à-dire que très vite, dès qu'ils ont été représentés par Illustrissimo, ou les Illus, je pense, c'était, ils ont chopé des gros contrats, genre Orange, etc. Parce que là, à ce moment-là, il y avait le marché de la téléphonie qui était en plein boom, et puis il fallait sortir et de l'affiche, et du leaflet, et de la pub télé, en veux-tu, en voilà, pour imposer un nouveau produit qui arrivait sur le marché, parce que aussi une dynamique du marché de la com, la dynamique du marché de la com, il est lié par les nouveaux besoins qui sont créés. Et là, la téléphonie, dans les années on va dire années 2000, le début 2000, c'était vraiment un gros aspirateur à budget, quoi. Donc direct, ils chopent des gros contrats comme ça. Et bon, mais ça fonctionne pendant un certain temps, mais après c'est compliqué parce que la pub, elle a toujours besoin de renouveau. Donc c'est très compliqué de continuer à être présent, même s'ils ont un univers assez protéiforme, de continuer toujours à être sollicités par les annonceurs. Et donc ils ont fait l'inverse en fait. Ils se sont retrouvés à travailler comme illustrateurs pour Le Monde, la presse ou l'édition jeunesse, quelques années, voire des années après, avoir cartonné en pub. Voilà. Et c'est un cheminement complètement inverse. Et et c'était assez marrant parce que je me rappelle quand Nicolas il avait publié ses premières illustrations dans Le Monde, pour lui c'était une très grosse fierté, ce qui peut être tout à fait compréhensif, mais c'est que en fait moi quand il m'en parlait, je trouvais ça, je lui dis c'est cool, mais c'est juste la base en fait. Parce que maintenant il fait des fresques dans le monde, le monde entier. Non mais c'était cette idée qu'en fait c'était assez marrant, c'était qu'il y avait ce côté-là de pour moi c'était juste normal parce que moi tous les artistes avec qui j'avais démarré, ils étaient tous illustrateurs pour la presse en fait, c'était vraiment le truc de base. Et là lui il y avait ce statut différent en fait de travailler pour la presse, c'était plus valorisant, même si c'est valorisant en termes d'image mais pas valorisant pour le porte-monnaie on va dire. Que de faire de la pub, quoi. Voilà. Et toi qui as vu toutes ces évolutions là sur ces 20 dernières années, donc on a parlé des années 90, là on parle des années 2000, et aujourd'hui là en 2023, c'est quoi un peu ton regard à la lumière de toute cette expérience, de toute cette observation de cette scène graphique pour les illustrateurs, illustratrices d'aujourd'hui qui veulent percer? Comment tu regardes cette scène-là aujourd'hui? Je dirais que moi, je regarde toujours avec intérêt, parce que moi aussi, comme les DA, les DC, je suis toujours sur mon fil d'actu Instagram, je regarde un petit peu, parce que ça nous arrive de repérer des artistes aussi via pour la galerie, via ces canaux-là. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, bizarrement, c'est plus facile pour un jeune illustrateur ou illustratrice de percer, parce que ça peut être beaucoup plus immédiat. C'est plus dur de durer. Voilà. Parce que parce que en fait, comme je le disais déjà tout à l'heure, la pub, elle a horreur de la répétition. Il faut toujours du 109. Oui, il faut solliciter du nouveau, du neuf. Et donc là, voilà. Parce que sinon, en fait, on ennuie les gens. Et là, pour les DC, mais Instagram, c'est une bénédiction pour eux. Parce que, alors, c'est le zapping permanent, quoi. Blam, blam, blam. Ah oui, moi, ça, c'est bien, ça, pour machin. Bon, après, le coup d'après, est-ce qu'on reprend machin en machine? Oh, non, tiens, regarde, il y a lui, là, il vient d'arriver, c'est tout frais. Et puis, on peut remettre au goût du jour une ancienne tendance. Enfin, il y a ce jeu-là aussi. Mais en tous les cas, c'est pour ça. Donc, ça peut être facile de faire un coup. Enfin, plus facile, bizarrement qu'avant, de faire un coup. Et donc là, il faut être malin, il faut mettre des sous de côté, parce que le coup, il va pas se reproduire plusieurs fois. Écoutez, mais ça peut arriver. Ça peut arriver parce que il y a moyen de rendre une campagne de pub virale via TikTok, via d'autres supports, tout ça, et donc voilà, de créer même une communauté de fans mais
Voilà, mais pour la pub, c'est compliqué d'enchaîner. En tous les cas, moi, je pense, mon sentiment, c'est plus dur aujourd'hui de durer. Voilà. Mais et dans la musique, c'est la même chose. Si on parle d'illustration, dans la musique, c'est exactement pareil. Le streaming, ça a révolutionné la manière de consommer, d'écouter de la musique, donc de la consommer aussi. Donc, ça peut être plus facile parfois aujourd'hui de percer, mais c'est de toucher son public, ouais. Beaucoup plus dur de durer, de construire une carrière sur le long terme, c'est juste quasiment impossible. Pour durer, est-ce que pour durer, tu dirais que faut vraiment se créer une communauté de fans, vraiment fidéliser les fans, je sais pas comment le dire autrement, ou est-ce que il y a d'autres choses qui, selon toi, parce que c'est incroyable le travail que ça demande aujourd'hui, vraiment les illustrateuristes qui tirent leur épingle du jeu, qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, mais c'est un boulot de fou parce que c'est pas juste de l'illustration. Ils doivent il y a un investissement, être des spécialistes de la communication, du marketing, être bon en administration. C'est un truc de fou, quoi. Oui. Et puis pour ponctuer ce questionnement-là, en fait, quelle part joue justement le réseau humain, le contact direct, le fait d'aller rencontrer les gens. Comment tout ça se goupille, et qu'est-ce que tu vois chez les jeunes qui arrivent dans la galerie? Moi, je dirais. Ouais, ça Attends, beaucoup de questions. Alors, là, oui, c'est vrai. Ma question avant. Mais c'est assez groupé tout ça. Moi, ce que je pense aujourd'hui, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que l'illustration, il faut pas oublier que c'est un art appliqué. C'est-à-dire un art appliqué à un contexte donné. Une campagne de pub, un article à illustrer, une couverture de livre à réaliser, une pochette de disque à réaliser. On est sur un art appliqué. Donc c'est la définition même de l'illustration. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon illustrateur, qu'on peut s'adapter? C'est parce que avant tout, en amont, on a construit un univers artistique fort. Chercher la commande pour chercher la commande, c'est pas une fin en soi. Une fin matérielle, pour boucler les fins de mois, ça y a pas de souci. Mais si on parle là de durée, de construire quelque chose, pour construire quelque chose, je pense qu'il faut être son propre auteur, l'auteur de son propre univers. C'est-à-dire en termes d'univers graphique, mais pourquoi pas, pour ceux qui ont la possibilité, tout le monde n'a pas cette capacité-là, mais d'écrire ses propres histoires. Pour moi, un des exemples frappants, ça peut être Marion Fayolle, par exemple, qui est dessinatrice, complètement dessinatrice, illustratrice quand il y a besoin, mais elle est surtout autrice de ses livres. Elle est autrice de ses livres de dessin, elle est autrice de ses livres, de ses romans graphiques, et puis là, même autrice tout court, puisque son premier roman va sortir chez Gallimard en janvier. Vous pouvez le voir sur son compte Insta. Donc, du coup, là, elle a réussi à construire quelque chose. Voilà. Mais d'autres artistes, comme Pierre Lapolice, par exemple, Pierre Lapolice, il est génial, parce que c'est un gars qui a démarré en faisant ses gravezines, ses petits fanzines, tout seul dans son coin en photocopie. Ensuite, cet univers-là, il a transposé au début des années 90 en vignettes humoristiques dans les Inrecuptibles. Il a fait des illustrations pour TGV Magazine. Il a fait de l'animation pour Canal+ à un moment donné. On a fait quelques campagnes de pub ensemble pour, je crois, les appart-hôtels Adagio notamment, des trucs pour les Vice à l'époque. Bref. Et tout en restant du Pierre Lapolice. Mais pourquoi? En fait, il a pu s'adapter comme ça, c'est que Pierre Lapolice, son univers, il existait avant d'être sollicité pour de l'illustration. Il a fait juste ensuite que décliner, s'adapter éventuellement s'il fallait. Mais par contre, quand on voyait... Mais on vient le chercher pour son univers. Quand on voyait une illustration de Pierre Lapolice dans TGV Magazine, on se marrait parce que c'était quand même du Pierre Lapolice, en fait. Peu importe, quoi. Donc, ça qui est intéressant, en fait. C'est pour ça que, pour moi, l'important, c'est la maturité de l'univers artistique en amont. Et puis après, on décline. Alors, encore une fois, quand on a la possibilité, pour des albums jeunesse, pour de la bande dessinée, voilà, éventuellement de l'illustration, de la pub si jamais, mais en fait, en tous les cas, le plus important, c'est de vraiment passer du temps à se creuser la tête pour savoir quelles histoires on veut raconter, où on veut embarquer le lecteur, le spectateur, le visiteur du compte Instagram, etc. Voilà.
Nicolas Baromforg, il a bien réussi ça. Il en parle dans l'épisode de Sens Créatif. Lui, il disait, moi, je crée ma propre mythologie visuelle et je la décline sur une montre, dans des magazines, sur des murs aux quatre coins de la planète. Il dit, de toute façon, festival aussi. C'est juste décliner ma mythologie. Et voilà quoi. Donc du coup, on reconnaît tout de suite. Donc c'est un peu ce que tu es en train de dire au final. Et après, à l'inverse, voilà, il y a par exemple des artistes dont on représente le travail à la galerie, qui sont des grands artistes, des grands dessinateurs ou dessinatrices, mais qui travaillent très peu en presse, en pub, voilà, parce que leur mode d'expression, c'est ça aussi. Il faut bien choisir ton mode d'expression et de diffusion. Il y a des artistes. Moi, par exemple, c'est une histoire que je raconte souvent, mais il y a une des artistes les plus importantes de la galerie aujourd'hui, c'est une artiste franco-suédoise qui s'appelle Rebecca Tollens. Au départ, elle est venue nous voir, c'était en 2013, notre première rencontre avec elle. Elle faisait l'école de Condé en illustration. Et sa prof en fait nous contacte, il dit voilà, j'ai une étudiante là, elle est franco-suédoise, ça se passe pas bien, je crois qu'elle veut retourner en Suède, lâcher les études, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, voilà, bon, ce serait pas mal si vous la rencontriez. Elle vient nous voir avec son book d'illustration qui était un peu les rendus qu'on lui demandait de faire à l'école, de l'illustration, pseudo-illustration de presse, enfin je sais pas quoi, et franchement c'était pas très bon. Ce qu'elle nous montre dans son book. Et on lui dit, écoute, là, ça part un peu dans tous les sens. Ce qui serait bien, je me rappelle, c'était au mois de juin. En septembre, viens faire un stage, parce que tu as un stage à faire, autant que tu le fasses chez nous. Et puis, voilà, tu vas baigner dans un univers graphique ou artistique un peu différent de l'école. Mais je dis effectivement, l'illustration de ce que je vois là, je suis pas certain, ou on n'est pas certain, parce qu'on l'a reçu avec Effie, que tu sois soit fait pour toi. Et par contre, à la fin de son dossier, là, il y avait 3 petites peintures super jolies, 3 dessins avec un peu de couleur dessus, 3 dessins au crayon avec un peu d'aquarelle. Et c'était des gamins, des garçons blonds dans des lacs, des fjords, en train de se baigner. Donc c'était très, ça évoquait évidemment son pays. Et c'était très bergmanien presque, un peu comme vision. Et là, on lui demande, mais ça c'est quoi là? Elle me dit, bah ça c'est des dessins que je fais. Ça raconte, c'est mes histoires de mes cousins, enfin ce genre de truc. Et donc on lui dit, mais tiens, mais ça c'est chouette. Peut-être que même en termes de dessin, ça a l'air beaucoup plus lâché, t'as l'air beaucoup plus à l'aise là-dessus. Tu devrais peut-être continuer un petit peu ce genre de truc, raconter tes propres histoires plutôt que d'illustrer des histoires qui ne te concernent pas, parce que ça n'a pas l'air en tout cas le rendu est pas très satisfaisant, quoi. Et donc, elle a intégré ça, elle est venue faire un stage, elle est restée 3 mois, puis on a prolongé le stage de 3 mois. Elle continuait ses dessins perso tant et si bien qu'on lui a dit, écoute, si tu continues comme ça, ça devient quand même plutôt pas mal, on pourrait peut-être programmer une petite expo à la galerie avec 2 autres artistes. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, elle a passé son diplôme, son diplôme en 2015, je crois, sur l'expo qu'elle faisait à la galerie. Et puis c'est devenu, on a fait 4 ou 5 expositions à la galerie avec elle, tout ça sans avoir fait un seul job d'illustration payé, quoi. En fait, elle a fait quelques pochettes de disques parce que les musiciens la sollicitaient pour son univers, mais en fait elle leur donnait un dessin à elle, quoi. Elle faisait rarement un dessin spécifique. En fait, c'était vraiment l'univers pour lequel on allait la chercher. Donc Rebecca, elle est de stagiaire, elle a un peu coché toutes les cases chez nous, hein. Elle a fait stagiaire, assistante pendant 2 ans et artiste en même temps. Et puis au bout d'un moment, l'envie d'être artiste à 100% était totalement légitime pour elle, donc elle a lâché son travail d'assistant. Elle est retournée vivre en Suède, et là maintenant elle développe des expositions en Suède, elle continue à préparer pour nous, et truc rigolo, c'est que là les éditions Thierry Magnier l'ont contactée directement pour faire un livre jeunesse, qu'elle raconte sa propre histoire, ses propres dessins, enfin ses cartes blanches, quoi. Et tout ça sans être génial. Ouais. Laurent, tu sais quoi, on boit tes paroles. Merci. Cette anecdote, elle est formidable. L'histoire de Rebecca, elle est extrêmement inspirante, je trouve. Et c'est quelque chose avec Jérémy, en fait,
qu'on a à cœur en fait de développer, de discuter sur Sens Créatif, justement cette quête de la singularité, de savoir en fait ce qui vient à l'intérieur de nous et pourquoi en fait on a ces difficultés en fait à l'exprimer, alors qu'en réalité une fois qu'on arrive à le faire, ça touche les gens. Et c'est que des fois il faut aussi il faut pas aller contre sa nature en fait. Si pour Rebecca faire de l'illustration c'était contre nature. Par contre, sa vraie nature, c'était de raconter des histoires en dessin. Et là, bon, maintenant, elle va faire son premier livre. Et ça, c'est un exemple. Ouais. Mais comment elle faisait, excuse-moi, pour se rémunérer? Parce qu'il y a un peu ce fantasme de l'artiste qui, en galerie, ou qui est un peu montré un petit peu partout, ou qui sort des livres, etc. Donc là, tu es en train de me dire que grosso modo, elle a coché toutes les cases et que maintenant, voilà, c'est bon, c'est un peu une de vos superstars et que sa carrière elle est bien lancée et qu'elle a jamais répondu à un projet de commande concrètement. Parce que c'est un univers que je connais pas très bien. Comment elle fait pour gagner sa vie? Déjà, elle gagne sa vie sur les ventes de dessins, en fait. Et donc, voilà, donc ponctuellement, les seuls projets de commande qu'elle a pu faire, c'était parce que déjà, elle avait son univers et que soit c'était un dessin qui était réutilisé, soit c'était un dessin, mais qu'elle pouvait ensuite, ça qui est génial, c'est qu'elle pouvait ensuite replacer dans une expo. En fait, parce que finalement, elle raconte toujours, c'est son univers à elle. Donc voilà. Alors au début, effectivement, pour un peu lancer le truc, le fait d'être assistante chez nous, c'était une rémunération qui lui permettait en parallèle de continuer à bosser, préparer ses expositions. Ensuite, elle est partie, quand elle est repartie vivre en Suède, elle a, comme beaucoup d'artistes, chopé un petit boulot alimentaire qui la nourrissait également, parce qu'elle s'occupait d'enfants trisomiques, et le week-end, quoi, puis la semaine, comme ça, elle pouvait travailler, par exemple. Mais voilà, mais c'était aussi pour pouvoir avoir la liberté de continuer à dessiner. Et à dessiner, à développer son propre univers. C'est-à-dire que des fois, si on parasite son univers avec des travaux de commande qui sont là pour faire bouillir la marmite, parfois il vaut mieux avoir un boulot alimentaire en fait, qui n'a rien à voir avec la partie créative. C'est hyper intéressant, hyper important, je trouve, ce que tu dis, parce que souvent on veut s'entêter quelque part à si on veut devenir illustratrice ou illustrateur, on se dit il faut mettre toutes nos pièces dans le même panier, je sais pas comment je dois dire. Toutes nos billes dans le même panier, voilà. Et on a l'impression que quelque part de prendre un boulot alimentaire ou de faire carrément autre chose qui a rien à voir, on a l'impression de se trahir. Et je trouve que c'est important de pouvoir quitter cette sorte de pureté, je sais pas comment je dois le dire, de fantasme absolu, pour avoir les deux pieds dans la réalité. Et quelque part, si on a, comme tu dis, pas envie d'aller contre nature et de vraiment pouvoir développer un univers, une singularité, comme disait Laurent, il y a besoin d'être un peu malin et peut-être de faire des compromis. Mais il faut y aller. Faut quand même garder. Il y a pas mal de personnes qui parfois aussi viennent nous raconter qu'ils ont un boulot alimentaire à côté qui leur prend toute leur énergie et qui sont complètement vidés, et puis ils n'arrivent plus à développer justement cet univers, cette mythologie dont tu parles. Et l'équilibre, il est pas simple là, parce que c'est au final, c'est la singularité qui paye, quoi. Je dirais qu'il faut y aller à fond, mais sans œillère. C'est pas mal. Et tout dépend de la personnalité de chacun ou de chacune aussi. Hein. C'est vraiment. Bien sûr. Elle, c'est vraiment un système qui l'a aidé. Je crois qu'elle a fait une formation aussi en Suède pour apprendre à restaurer les façades traditionnelles en Suède. Une sorte de peintre en bâtiment, mais manière artisanale, avec un savoir-faire spécifique, parce que c'est quelqu'un qui aime bien avoir toucher les choses du doigt. Enfin, vraiment, quand elle fait ses dessins au fusain, elle utilise quasiment plus le fusain, elle y va carrément avec la main, quoi. Avec la main, ouais. Et ça devient très avoir vite fait, très organique. C'est toujours mieux de montrer vite fait ce à quoi ça ressemble son travail. Enfin, en tous les cas, voilà, il y a un autre exemple aussi d'une artiste qui est aussi une artiste phare de la galerie, qui est Amandine Urruti, qui elle, alors je fais un petit point vite fait sur Rebecca. Hop, voilà. Donc ça, je sais pas si vous voyez là, c'est du dessin au fusain, voilà, fait à moitié. C'est un format 100 par 70 à peu près. Voilà. Ouais. D'accord. Bref. Amandine Urruti, qui est aussi une artiste vraiment très importante de la programmation de la galerie, elle a fait très tôt le choix
de se consacrer qu'au dessin pour faire des expos. Elle a fait un petit peu de job d'illustration, quelques pochettes de disques, quelques commandes d'illustration. Elle en fait encore aujourd'hui pour le New York Times ou ce genre de choses, mais elle est très sélective là-dessus parce que ce qu'elle considère comme son travail, c'est de dessiner pour faire des expositions. Et elle vit de ça. Hein, voilà, ça c'est Amandine. Voilà, elle aussi. Hein, ouais. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Voilà. Donc, mais bon, ça a été aussi au prix de pas mal de sacrifices au niveau du niveau de vie, quoi. C'est-à-dire que bon, de toute façon, elle passe son temps à dessiner, donc elle n'a pas trop le temps de faire autre chose à côté. Mais c'est vrai. C'est bien résumé, ça. Et c'est un bon moyen pour pas dépenser d'argent. Hein, voilà. Bien sûr, mais en tous les cas, voilà. Et elle a construit une carrière internationale aujourd'hui en galerie parce qu'elle a rien lâché en fait, quoi. Elle a rien lâché et voilà. Là en ce moment, nous on a fait une expo solo sur les 4 étages de la galerie en janvier avec elle. Là, il a une expo à Bordeaux en ce moment, une expo en Belgique et puis plusieurs dessins qui se baladent dans des expos pour la revue High Fructose ou la revue Blab aux États-Unis. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui non, là c'est pareil, c'est son univers personnel avant tout. Et Donc excuse-moi, si je résume, si on veut percer sans faire de compromis, faut être économe et bosser comme un maboule, en fait. De toute façon, il n'y a pas de secret. Là, Et ça, c'est pas simple, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent quelque part avoir une vie peut-être un peu plus confortable, une vie de famille ou quelque chose d'un peu stable. Du coup, on se retrouve à faire des compromis, mais il faut pas faire le compromis. Et c'est là où quelque part, est-ce que quelque part c'est en étant radical que ça peut marcher et que dès que quelque part si on veut faire des compromis, du coup, faut accepter que ça vient avec son lot de complications, des commandes qui répondent pas entièrement à son moi profond, etc. Et c'est là où ça devient un petit peu sinueux. C'est pas très grave, mais faut en avoir je pense qu'il faut. Encore une fois, ça dépend de la personnalité de chacune ou de chacun. Hein. Il y a, par exemple, une autre artiste que l'on continue à exposer aujourd'hui à la galerie, c'est Nathalie Chou. Nathalie Chou, c'est une des illustratrices jeunesse les plus demandées. Elle a des centaines de livres qu'on peut trouver dans les rayons des collections. C'est vraiment des livres tout mignons pour la petite enfance. Ouais. Et puis elle fait pas que ça. Chez nous, elle expose ses céramiques relativement dark en fait. Voilà. Ouais. Mais bon, elle est à l'aise avec ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont pas à l'aise avec ce genre de truc, donc qui préfèrent avoir un boulot qui n'a rien à voir à côté pour se consacrer quand ils sont sur la peinture, sur du dessin, à fond là-dessus. C'est tout ça, c'est vraiment une affaire d'accord avec soi-même, mais d'une manière générale, ce qui est sûr, c'est que c'était très juste ce que tu disais, il faut être à la fois économe et pas avoir peur de bosser. Et c'est la même chose pour les diffuseurs. Nous, Ars Factory, je pense qu'on doit bosser, c'est à peu près les 35 heures, mais 2 fois par semaine à la galerie, parce qu'on est ouvert du lundi au samedi, de 12h30 à 19h30, et puis dès le matin, c'est préparer les expositions à venir, c'est faire des newsletters, créer du contenu pour faire en sorte que les gens viennent voir les expos à la galerie. Donc en fait, ça s'arrête jamais, quoi. Ouais. Mais après, c'est une passion. Faut être sacrément accroché quand même. C'est une passion, ça s'arrête jamais, mais c'est ça qui est cool. Et aujourd'hui, Ars Factory, rue de Charonne, là, on accueille 50 000 visiteurs par an, à peu près. Donc, ce qui est beaucoup pour une galerie d'art. C'est aussi tiré par la partie librairie, qui est une librairie sur laquelle pas mal de gens viennent spécifiquement pour chercher des livres dans l'assortiment qu'on propose. Voilà, mais bon, c'est énormément d'énergie pour faire ça. Je sais pas, je crois qu'on a dû j'ai plus le nombre en tête là, mais en 27 ans maintenant, on a dû organiser plus de presque, je crois, 280 expositions, un truc comme ça, et au moins 700 lancements de livres, dédicaces, tout ça pour essayer de contribuer à dynamiser la scène artistique qui nous anime. Ouais.
Ça fait 27 ans que vous existez, donc déjà rien que ça, c'est déjà une prouesse de ouf pour une galerie. Qu'est-ce que tu aurais peut-être fait différemment? C'est une bonne question. Je t'en prie. Merci. Je sais pas. En tous les cas, honnêtement, j'en sais rien. Je sais ce qu'on a pu, les chemins qu'on aurait pu prendre à un moment donné, qu'on n'a pas pris par conviction personnelle. C'est-à-dire, à un moment donné, s'est posé la question de faire les foires d'art pour valoriser plus le travail de la galerie, de certains artistes, donner accès à un certain type de collectionneurs, etc., qui viennent pas forcément nous voir à la galerie. Voilà. Directement. Mais on a mesuré les risques. C'est-à-dire que faire ce genre de truc, ça demande énormément de moyens financiers. Comme nous, on est autofinancé, le fait de prendre un risque de se positionner sur des foires d'art, ça pouvait être un risque peut-être payant, mais ça pouvait être aussi signer la fin de la galerie, parce que une foire que tu loupes, vu les frais qui sont engagés pour y participer, tu peux t'en remettre. Tu t'en remets pas quand on est dans des économies. Donc voilà, on a fait le choix de continuer en connaissant nos limites, et on en parle de manière très très claire avec les artistes. Et si tu veux faire les foires, ça sera pas avec nous, parce que pour telle et telle raison, on préfère mettre nos moyens financiers, humains dans l'animation de la galerie. Voilà. Après, voilà, c'est juste une question de stratégie personnelle et d'entreprise quand il s'agit d'une entreprise comme Art Factory. Ouais. Donc voilà. Donc il y a eu des questions comme ça, des questionnements qu'on s'est posés à plusieurs reprises. On a changé déjà 3 fois de formule sur Art Factory. Il y a eu la première période aux Abbesses, donc dans la petite galerie de 70 mètres carrés qui a duré 10 ans. Après, il y a eu, pour différentes raisons, une période nomade où on n'avait plus de galerie fixe et simplement au bureau, et on louait des espaces dans Paris pour programmer des expositions, lesquelles expos qu'on déclinait ensuite pour les transformer au format institutionnel, pour présenter des expos dans des médiathèques, dans des centres d'art, ce genre de choses. On a beaucoup travaillé comme commissaire d'expo aussi à ce moment-là. On le fait encore parfois ponctuellement. Et puis jusqu'à la fin de la période nomade, donc qui a duré en gros de 2006 à 2012. En 2012, on a fait un test de 4 mois dans les locaux qu'on occupe aujourd'hui à rue de Charonne. C'est un accord avec les anciens propriétaires. En 2013, pareil, on a refait 4 mois. Et puis, fin 2013, on a fini par reprendre le lieu pour s'y installer. Là, depuis 2014. Ces choix-là, ce passage de fermer la galerie du 18e pour se transformer en galerie nomade, puis après reprendre le risque de reprendre un lieu, mais beaucoup plus grand, qui est un peu le lieu où on peut faire vraiment ce qui nous a toujours animé, c'est-à-dire de belles expos, un bel espace librairie, faire dialoguer livres et expositions. Plusieurs expos parfois en même temps, aussi, si ça c'est fan. Des expos et des étages. Voilà, donc je dirais que là, la galerie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment, en termes de lieu et d'organisation, ce qui nous correspond le mieux. Je pense pas qu'on aurait pu rêver quelque chose de mieux. Après, il y a des choix qui ont été faits en termes de stratégie, qui peut-être nous ont coupé d'un certain nombre d'une réussite économique plus large. Mais en fait, je crois qu'avec EFI, on met plutôt... Vous n'avez pas perdu votre âme. Plutôt l'humain avant tout, à commencer par nous. On veut pas aller contre notre nature. Et puis c'est ce que je pense les gens qui connaissent un peu la galerie ressentent aussi. Et ça aussi, on s'en est aperçu pendant les confinements que une galerie, c'est certes un commerce, mais c'est aussi un lieu culturel gratuit, ouvert à tous. On peut voir des expos et repartir sans rien acheter. On vous jettera pas des pierres. C'est-à-dire que tout le monde est accueilli. C'est toujours assez intimidant dans une galerie quand tu rentres et que tu te sens tout le temps observé et qu'on vient te voir, je peux vous aider, machin. C'est genre non, mais je fais juste regarder quoi. Non, là il y a plein de bouquins pour avoir une contenance. Et puis on accueille tout le monde de la même manière, étudiants, collectionneurs supposés ou réels. Voilà, pour nous il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est ce côté convivial qui était déjà très présent dans la galerie du 18e,
et qui reste aujourd'hui notre marque de fabrique. C'est pour ça aussi qu'on incarne beaucoup la galerie, sauf exception quand on prend nos maigres 15 jours de vacances pendant l'été, où on se fait remplacer. Mais en général, il y a toujours soit EFI ou soit moi à la galerie pour enseigner les visiteurs. Donc ça, c'est aussi important. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que si on pense à Art Factory, on vous voit. Il y a même ce dessin qui vous représente tous les deux, mais on vous imagine, vous, c'est pas. Il y a des galeries comme ça, c'est la galerie qui est star. Et bah vous, ça l'est aussi, mais vous y êtes vraiment totalement. C'est comme une auberge. En fait, c'est genre, tu vas aller voir Laurent Effy. D'ailleurs. Tu passes à Paris. D'ailleurs, Effy vient de rentrer dans le bureau. Là, va faire un petit coucou. Ah, génial. Effy, s'il te plaît. Va lui faire un petit coucou. Voilà. Effy. Pour justifier, voilà. Voilà, exactement. Elle arrive. Non, parce que c'est important, hein, c'est tout le temps en duo et c'est bien précisé. Donc, voilà, Effy. Bonjour Effy. Coucou Effy, merci. Elle est là. Voilà, non, c'est pas une légende, elle existe vraiment. J'existe. Voilà. Laurent nous a tout raconté. Votre rencontre et toutes vos aventures. Bon, c'était bref, hein, mais c'était, voilà. Non. On l'avait promis. La promesse a été tenue. Ouais. Ok, je sais pas si les auditeurs ou auditrices ont des questions. Si, en fait, on va arriver à ça parce que je trouvais que c'était une super conclusion. Alors, il y a Croqui qui râle parce qu'on n'a pas parlé d'Anouk Ricard. Évidemment. Mais en fait, on ferait tellement de name dropping en parlant d'Art Factory qu'on aurait besoin de 6-8 heures. Voilà. C'est faire un podcast consacré à Art Factory. Voilà. Je pose ça là. On est partant. Okay, on a de quoi raconter en tous les cas. Oui, là, c'est bourré d'anecdotes, quoi. Donc, Anouk Ricard, voilà. Donc, on adore Anouk Ricard, tout comme vous adorez Anouk Ricard. Est-ce que vous avez des questions spécifiques pour Laurent? C'est le moment. C'est quand même pas tous les jours que vous pouvez discuter avec un galeriste. Pendant ce temps-là, je montre, parce que j'ai été collectionneur, hein. À une époque, je le suis plus, mais voilà, j'ai des gros collecteur, celui-là. Ça, c'est la cassette VHS. Les courts-métrages de Stéphane Blanquet, réunis en VHS, qui étaient diffusés à l'époque sur Canal+. Écolivre, ouais, c'est ça, exactement. Donc, on a Gapic qui vient de saisir que c'est dans vos locaux qu'on a enregistré la table ronde il y a quelques années sur les femmes dans les illustrations. On a Flody qui demande, est-ce que, Laurent, tu découvres les artistes via la sélection faite par Instagram, suivre, découvre aussi, ou bien par un hashtag en particulier? Alors, c'est très spécifique comme donc, question. pour les jeunes, puisque on l'a évoqué, on a déjà une équipe d'artistes qui est quand même un noyau dur, dont certains sont avec nous depuis presque le début, depuis en tous les cas la fameuse expo sous presse de 2020. Après les nouveaux, il y a l'exemple de Rebecca que j'ai raconté tout à l'heure, qui est venue d'abord pour faire un stage chez nous. J'utilise pas de hashtag spécifique, c'est souvent des reposts de story que je peux voir qui vont nous amener à découvrir tel ou tel artiste. C'est aussi évidemment les éditeurs avec qui on travaille de manière très très proche, qui nous soumettent parfois des projets. Voilà, la maison d'édition Cornelius, on travaille beaucoup avec eux parce que on est un peu sur la même longueur d'onde au niveau artistique. Oui, c'est la fête. Voilà. Donc c'est parfois donc les éditeurs qui nous soumettent tel ou tel projet, savoir si ça nous intéresserait de faire une exposition avec tel ou tel artiste. C'est parfois nous-mêmes qui repérons en amont la sortie d'un livre chez un éditeur et donc on contacte l'éditeur. Si on connaît pas l'artiste, on lui dit est-ce que tu penses que tel ou tel artiste serait ok pour faire à minima un lancement de livre chez nous et plus si affinité. Voilà, il y a les zines aussi. Alors nous, il y a énormément, parce que dans la partie librairie, il y a un coin auto-édition. Et là, il y a énormément d'étudiants et d'étudiantes qui nous amènent leur publication, et nous on les encourage. C'est-à-dire que voilà, il faut pas attendre de sortir de l'école pour venir avec son petit book et ces petits zines, il faut profiter d'être à l'école pour pouvoir squatter la RISO ou la sérigraphie de l'école pour faire ces publications. Et en général, si c'est pas trop mal fabriqué, on en achète toujours 2 ou 3 pour encourager un petit peu, et puis après on voit, c'est souvent la première porte d'entrée. Et nous, plein de fois, ça nous... Oui.
Parce que les vrais collectionneurs, ils sont avides en fait de ce petit bouillon de justement de zine auto-édité où ils vont vraiment trouver les futurs talents qui vont continuer à suivre. Donc c'est important. Et donc voilà, donc ça reste quand même le papier, ça reste quand même quelque chose pour nous qui est très 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 important. Donc voilà, je dirais que tout est, mais encore une fois, tout est affaire de rencontre aussi, et il faut que ça colle. Ça c'est aussi important, c'est-à-dire que je peux nous mettre en face de nous l'artiste le plus bankable de la terre. Si on sent qu'on va se prendre la tête, on n'y va pas quoi, parce que ça c'est et voilà, on a rencontré des gens. Si l'artiste le plus célèbre qu'on a rencontré. Comme tout le monde, je dirais, via les réseaux sociaux, c'est Joan Cornella, que vous connaissez sans doute. Alors lui, il y a une histoire marrante avec lui, c'est-à-dire que on l'avait contacté en 2013, je crois, parce j'étais abonné à son compte Instagram, son compte perso Instagram, et on préparait une expo sur l'absurde à ce moment-là qui s'appelait Common People, comme la chanson de Pulp, dans lequel il y avait Anouk Ricard justement qui était programmé, et donc quelques artistes comme ça qui travaillaient autour de l'absurde. Et donc on voit passer les petits strips, comme un peu tout le monde à l'époque, de Joan Cornella sur Facebook. Joan Cornella, pour ceux qui ne remettent pas assez lui. Oui, évidemment, oui. Voilà. J'ai mis l'Insta. Donc et bon, bizarrement il nous répond et tout ça, et puis ok, on se met en route, on se met d'accord pour qu'il nous envoie quelques dessins, tout ça. Et puis on avait fait une affiche, parce qu'on avait pris lui comme visuel générique, on avait fait une affiche, et il fait un post Facebook, j'imagine, sur son affiche. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte au départ, mais par contre, je me rends compte que sur la boutique en ligne de la galerie, on avait une commande toutes les 10 secondes, ce qui nous arrive jamais, en général, c'est plutôt 10 commandes par mois. Et là, c'était toutes les 10 secondes, une commande, clang, clang, clang. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est pas possible. Et en fait, on se rend compte que Johan, il avait le compte perso avec lequel il communiquait avec nous, mais il avait sa page artiste sur laquelle il avait déjà 1 million de fans sur Facebook, ce qui était énorme. Là, il a 3 millions sur Instagram, plus de 3 millions. C'est l'artiste, tous réseaux sociaux confondus, qui a la plus forte notoriété, l'artiste visuel, qui a la plus forte notoriété mondiale, juste en dessous de Banksy, en fait. Voilà. Et alors aujourd'hui, c'est devenu une superstar. On continue à travailler avec lui. On a fait plusieurs expos personnelles avec lui et tout ça. Il vit à Hong Kong maintenant. Alors à l'époque, il habitait à Barcelone. Et petite anecdote marrante, le jour où on est allé récupérer des planches originales de ses albums pour sa première expo chez nous, parce qu'en fait il fait beaucoup de peintures adaptées de ses bandes dessinées, tout ça, des posters, des prints et tout, mais il voulait pas vendre ses planches originales, qui sont des petites gouaches A4, voilà. Et nous, on voulait quand même les présenter pour montrer d'où cette hystérie sur les réseaux sociaux venait, même si elles n'étaient pas à vendre. Et on dit ok. Et on arrive à Barcelone, on charge la Kangoo, notre fidèle Kangoo, qui est la mascotte de Art Factory, et on charge la Kangoo de toiles, de machins, de bouquins et tout. Et la sœur de Johan dit ah oui, il y a les planches originales, ça. Et elle nous tend une petite chemise là à 4 dans lequel il y avait 30 planches originales, valeur d'assurance 10 000 euros la planche, donc il y avait 300 000 euros dans la petite chemise. Et j'aime autant vous dire que quand on a fait l'aller-retour Barcelone-Paris avec la Kangoo, chaque pause pipi sur les toilettes, j'avais la pochette avec moi. Voilà. Voilà. Donc voilà, malgré la notoriété virtuelle sur Instagram, tout ça, les rencontres, ça reste aussi ce qui est le plus important, et c'est ce qui fait que nous on a envie de travailler avec les artistes, et que les artistes ils ont envie de travailler avec nous. Là, dans le genre artiste qu'on a un peu découvert via les réseaux sociaux, et via une bande dessinée d'ailleurs qu'un éditeur m'a mis entre les mains, c'est Elisabeth Piche, qui a sorti la bande dessinée Fun Girl au requin marteau. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et en fait, c'est pareil. Elle, on avait envie de faire un truc avec elle. Et puis on s'est rendu compte que avec un associé, une sorte de partenaire in crime, et ils avaient tous les deux un collectif qui s'appelait War and Peace. Je sais pas si vous le connaissez sur Instagram. C'est des petits strips complètement absurdes, War and Peace. Et ils ont une communauté folle, ils ont 1 million d'abonnés sur leur truc, et nous c'est pareil, en fait au départ on les connaissait pas. On connaissait pas cet aspect-là de leur travail, on connaissait
la bande dessinée qui était géniale, et ils seront les invités spéciaux de notre Winter Store à Noël, c'est-à-dire que à partir du 22 novembre, on aura une expo solo de Véronique Doré, qui est une des artistes historiques de la galerie. Oui. Une grande rétrospective de ses peintures qui datent les premières de 1993 jusqu'à ses dessins aujourd'hui. Il y a une grosse monographie qui sort aux éditions Cernunos. Donc ça sera l'expo principale, et les invités spéciaux de notre Winter Store qui vont pirater en fait notre Winter Store, c'est les deux affreux de War and Peace avec leur galerie de personnages, une sorcière complètement nymphomane, voilà. Bref, il faut vraiment aller lire leurs petits strips, ils sont vraiment très marrants. Je sais pas si vous avez je viens de mettre le lien là, Warren. Bah, Laurent aussi, ouais, je l'avais mis aussi. Peace, Peace, voilà, comme le petit pois. C'est ça. Ouais, carrément. C'est très drôle. Trop bien. Oui. Laurent, on a beaucoup parlé du coup non, je sais pas comment introduire ma question, mais est-ce que tu aurais éventuellement un conseil pour quelqu'un qui aimerait aujourd'hui, en 2023, se lancer dans la grande aventure de galeriste, en fait, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire de la vôtre de place. Qu'est-ce que tu dirais, hormis le fait d'être inconscient? N'y va pas. Je dirais, n'y va pas le faire parce que j'ai du monde. Non, mais si t'es rebelle, voilà, t'écoutes pas, Laurent. Non, mais je dirais, en fait, galeriste, c'est être diffuseur avant tout, diffuseur et passeur aussi, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on fait passer le travail d'artiste, que ce soit au niveau éditorial ou au niveau œuvre originale, de la main ou de l'atelier de l'artiste au public. Donc il faut avoir cette envie vraiment. Si on n'aime pas les gens, il faut pas y aller. Ça c'est sûr. Ça c'est clair. Il faut être conscient que ça va être une sacrée dose de galère au quotidien. D'ailleurs, c'est un peu la même étymologie, hein, galeriste et galère. Ça va souvent de pair. Mais voilà, non, il faut être passionné, aimer vraiment les gens, que ce soit les artistes comme le public, parce que de toute façon, on va devoir être l'interface entre les deux. Donc voilà, si on aime les gens, si on a envie de se lancer, ben il faut y aller, quoi. Il y a pas de. Mais c'est diffuseur et passeur. Oui, c'est la définition pour moi du travail de galeriste. Ouais. C'est nous quelque part, on est des petits galeristes audio quelque part. On passe l'information, met en lumière. C'est quelque part ce que carrément. De toute façon, tous les canaux de diffusion, ils sont importants. Et il faut, voilà, nous c'est vrai qu'on est en bout de circuit, quoi. C'est-à-dire que c'est à nous que le visiteur va filer un billet ou la carte bleue pour acheter le travail de l'artiste. Mais après, tous les maillons de la chaîne en amont sont évidemment hyper importants, y compris pour faire la promotion et donner envie aux gens d'aller dans les librairies, dans les galeries, de s'intéresser au travail des artistes. Il y a un petit truc que je voulais ajouter. C'est vrai que la vision de la scène graphique que peut avoir Ars Factory, c'est pas toute la scène graphique. Il n'y a pas de volonté d'exhaustivité. Ce sont nos choix qui sont forcément des choix subjectifs, mais qui correspondent à notre histoire personnelle, à ce qu'on a envie nous de faire partager. Je dis souvent que la programmation de la galerie, elle s'est construite en fédérant les marges de l'art contemporain via le dessin contemporain, de la bande dessinée, de l'illustration et du graphisme. En additionnant toutes ces marges, on a fini par constituer une vraie scène et cette scène-là va faire découvrir un public aussi intéressé par tout ce qui pouvait se passer donc à la périphérie un petit peu de tous ces domaines d'activité. Et puisqu'il y a une porosité aussi entre le dessin, la bande dessinée, etc. Et nous, ce qui nous a toujours intéressé aussi, c'était de défendre des artistes, quel que soit leur background, qui sortent d'une école d'art déco, de beaux-arts, qui soient complètement autodidactes. Ça a toujours été aussi, pour nous, le background n'était pas important pour nous. Vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Oui. C'est beau, ça. Ouais. On est là, ouais. Parce que c'est la prise. C'est pour ça, ouais, c'est pour ça. Ouais. Ah d'accord, okay, non, on est là, on t'écoute. Donc voilà, enfin en tous les cas, il y a eu pour nous le background importe peu, vraiment ce qui compte c'est ce qui est proposé en termes de qualité et d'univers graphique. Voilà, donc toi et filles, vous pouvez rester étonnés
par quelque chose que vous n'attendez pas encore. C'est ça, on a toujours une curiosité et toujours envie voilà, l'idée de la galerie aussi, c'est de faire cohabiter des grands anciens et des nouveaux, et de tracer comme ça en filigrane une histoire d'une certaine scène graphique qui, pour nous, a démarré dans les années 70 avec le groupe Bazooka et des artistes comme Loulou Picasso qu'on expose encore aujourd'hui. Et puis, Combat, ses compagnies. On a aussi ponctuellement exposé pour des projets un peu spéciaux. D'Irosa, voilà. Et puis voilà, qui ont amené au Dernier Cri, qui ont amené à Blanquet, qui donnent encore envie à de jeunes artistes de continuer. Ouais. C'est quoi un peu, alors on en a un petit peu dépassé le timing, mais j'aimerais te demander tu as qui à l'œil en ce moment dans la nouvelle scène graphique et notamment en illustration? Alors pas tellement des noms d'artistes, mais peut-être, tu viens de parler de Bazooka ou de Tel Magazine, est-ce qu'il y a des collectifs? Je pense à Nick Talop, il y a une dizaine d'années, qui a aussi fait émerger des grands noms, etc. Aujourd'hui, tu te dis, cette collectivité, cet asso, ce magazine, ce collectif, franchement, il faut les tenir à l'œil. Alors je sais pas si c'est peut-être que la notion de collectif, elle est un petit peu moins importante aujourd'hui qu'il y a quelques années. Bon, il y a toujours le travail que font Lagon, la revue Lagon, et ses déclinaisons, Gouffre, Volcan, etc., qui est toujours très chouette au niveau éditorial et au niveau du choix du choix des artistes. Là, pour l'instant, en termes de collectif pur et dur, voilà, je vois pas, en tous les cas, d'entité aussi forte que des collectifs comme Nick Talop qui ont pu se constituer il y a quelques années, effectivement. Mais par contre, voilà, il y a des artistes qui font un travail incroyable. Par exemple, il y a la première expo de janvier, elle sera consacrée en partie à une jeune autrice de bande dessinée qui sort son deuxième album, qui s'appelle Aurélie Wilmette. Et voilà, on avait vu son premier album, ça nous avait vraiment séduit d'un point de vue graphique et de l'histoire, et on s'était dit il y a 2 ou 3 ans, bah tiens, si elle sort un nouvel album, ça sera chouette de faire une exposition avec elle. Enfin voilà, en tous les cas, il y a traîner dans des festivals de fanzines ou ce genre de choses, c'est toujours une source d'inspiration importante. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on est plus sur aller chercher des individualités que de mettre en avant des collectifs, ce qu'on a beaucoup fait avec Nick Talop, Le Dernier Cri, United des artistes, tout ça. Voilà. Donc, mais Jean-Claude. C'est un autre cycle, voilà. Mais ça peut revenir après. C'est pas... Franchement, c'est bien sûr. Alors, les personnes dans le chat, tout le monde y va de son petit commentaire de c'est trop intéressant, c'est incroyable, tout. Voilà, donc grâce à toi, on a pu faire une sorte d'état des lieux de ces 30 dernières années, on peut dire ça un petit peu comme ça. Et c'est intéressant d'avoir ton histoire, le vécu, le passé qui vient entrer en écho aujourd'hui. Et puis toi, voilà. Je t'avais dit, c'est retour vers le futur. C'est ça, c'est vraiment exactement ça. Donc c'est. Voilà. Et après. Et donc je voulais juste faire justement. Ces allers-retours entre le futur de la scène graphique et le passé. Là, l'expo du moment, je vous montre vite fait les petits visuels, sont 2 jeunes artistes qui ont la soixantaine passée, on va dire. Placide, qui est issu de la scène graphique alternative du début des années 80, donc avec un graphisme un peu énervé, qui depuis qu'il habite à la campagne s'est plié à un exercice de style qui est de figure un peu imposée du paysage. Donc il a fait un petit tour de France comme ça, il s'est posé dans des zones industrielles, dans des quartiers historiques, et avec son regard et ses cadrages assez saisissants, il donne comme ça une espèce de tour d'horizon d'une certaine France, et il arrive même à rendre des coins de la France moche beaux, hein, genre des zones industrielles, ce genre de trucs. Donc lui, c'est quelqu'un qui a toujours été très très productif dans le milieu du graphisme ou en tant que graphiste aussi. Vraiment, il a produit des centaines et des centaines de dessins. Et donc là, il expose en ce moment jusqu'au 18 novembre à la galerie, et il est accompagné par une autre artiste qui est de la même génération que lui, mais très très rare. Et il s'agit de Rita Mercedes, qui est une dessinatrice mais assez exceptionnelle. Alors elle a en 40 ans, elle a sorti 4 livres, en incluant celui publié là à cette occasion de l'expo par les éditions Cornelius, qui s'appelle Les Assises de l'imposture. C'est quelqu'un qui, pour le coup, a choisi elle a été architecte de formation, mais passionnée de dessin. Donc elle a
entre ces 4 albums et ces séries de dessins, elle a fait un petit peu d'illustration aussi pour Le Monde diplomatique ou le magazine littéraire, je crois. Enfin, très très peu, puisqu'elle a alterné son travail de prof de dessin dans les écoles d'architecture ou parfois même des projets d'architecture, pour pouvoir se consacrer pleinement ensuite, quand elle le souhaitait, à sa production artistique. Et là, Les Assises de l'imposture, c'est une série de 80 dessins qui sont présentés actuellement. 80 dessins, c'est un travail qu'elle a mis en place sur une dizaine d'années, quoi. Premier dessin de la série date de 2010, et voilà, donc 10 ans de boulot pour l'exposition qui est présentée en ce moment. Voilà. Donc si on veut aller voir tout ça, il faut que tu rappelles l'adresse de la galerie. C'est au 27 rue de Charonne, donc métro Bastille ou le Dreux-Roland. Bastille, voilà. Ouais. C'est juste en face de la librairie de bande dessinée BDnet. Donc voilà, vous pouvez faire tout un parcours. Une paire de coups. Puis aller manger quelque part à côté. Resto, mais en tous les cas, au niveau art graphique, entre BDnet d'un côté et nous, ce qu'on propose, il y a effectivement de quoi faire. Trop bien. Bon bah dis donc, je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures. Laurent, c'est intarissable. C'est génial. Merci beaucoup en tous les cas. Donc, et voilà, donc des questions dans le public ou on a fait le tour. Ah bah beaucoup de joie dans le public, mais ils ont plus trop de questions en fait. Je pense qu'ils sont assommés d'étincelles, de réflexions. Ouais, je parle beaucoup aussi, et Phil n'arrête pas de me le dire. Donc... Non mais Laurent, tu es le client parfait pour un podcast. Imagine, genre quand il faut ramer pour aller chercher des informations. Et nous, on n'a pas besoin que toi. En tout cas, on a qu'à relancer. La passionne. Ok, en tout cas, merci pour l'invitation, et puis et là je vais descendre derrière le comptoir de la galerie. Bah oui, il faut retourner au charbon. On te remercie beaucoup, Laurent, pour ton temps. Merci à chacun et chacune d'entre vous qui étiez avec nous pour ce petit temps. Sur ce, eh bien, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. On vous dit à très bientôt et on te remercie encore une dernière fois, Laurent, pour ton temps. À très bientôt. Merci. Ciao. Bisous à tout le monde. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas, everything is connected. J'en profite juste pour vous dire que la peinture qui est derrière moi là, c'est une peinture de Laurent Impedouglia, qui est un artiste belge, dessinateur et peintre de grand talent, et qui a une passion pour Skeletor. Donc, comme on peut le voir juste ici. Ah ben oui, j'avais pas vu. Excellent.